Aujourd'hui, un format un petit peu spécifique. On va passer en revue le portfolio d'un développeur qui appartient à la communauté des Coders Monkey. D'ailleurs, je te mets le Slack en description si tu veux rejoindre le groupe. Moi, je lance un programme pour aider les développeurs à se professionnaliser et à devenir freelance. Si ça t'intéresse, je te mets en lien en description. Clique dessus. Donc, c'est un développeur avec qui j'ai déjà travaillé. Je l'ai déjà missionné sur une première mission professionnelle. Je lui ai également proposé de mettre son portfolio en ligne. En tout cas, commencer à proposer une première version pour commencer à renforcer un petit peu son identité. Là, on va découvrir ensemble sa première proposition. Du coup, l'objectif de cette vidéo, ça va être de lui faire un retour, lui transmettre suffisamment de feedback pour essayer d'éclaircir un petit peu le wording qu'il aurait pu utiliser, voir si il a commis des erreurs à ne pas faire dans son portfolio. Donc voilà, on va essayer de lui donner quelques feedbacks. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te propose de mettre en commentaire ton portfolio pour que je puisse faire une revue, en tout cas si ça t'intéresse. Nous, on va se lancer, on va voir Emmanuel. Donc Emmanuel, normalement, va nous rejoindre là d'une minute à l'autre. On va essayer de voir un petit peu du coup pourquoi il a fait cette proposition et puis on va essayer de débattre ensemble pour essayer de renforcer un petit peu ce qu'il a proposé. Allez, c'est parti. Emmanuel devrait pas tarder à arriver. Salut Emmanuel. Ce que je te propose, c'est pourquoi pas, c'est de voir un petit peu du coup qui tu es, peut-être nous en dire un petit peu plus sur tes projets de freelance avant qu'on commence, et puis après on regarde ton portfolio et puis on essaie d'examiner tout ça. Ok, bien sûr. Alors, moi j'ai 28 ans. Mes projets de freelance, voilà, j'ai eu quelques projets. Et Ouais. donc du coup là j'ai fait mon portfolio sur tes conseils, tes précieux conseils. Ouais. Et en fait, Ok. voilà, j'ai fait un petit récapitulatif de tout ce que j'avais touché, quoi. Ça fait, on va dire, à peu près 2 ans, on va dire, que je suis vraiment dedans. Ouais. Donc voilà, donc là j'ai fait mon portfolio, on va le voir ensemble et voilà, c'est... Ok. Et aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton profil? T'es plutôt junior? Tu te considères comment? Parce que du coup, j'ai expliqué qu'on avait fait un premier travail ensemble, première mission ensemble. Voilà. Moi, je trouvais que tu avais en tout cas un très bon niveau pour te lancer en tant que freelance. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Mais toi, comment tu te définirais du coup Alors en ce après c'est moment? un peu difficile quand je parle sur moi-même parce que j'ai pas assez de recul, mais j'ai l'impression que Ouais. je suis plus dans le junior parce que je vois quand même que j'arrive à Non, me débrouiller, à faire des je suis projets d'accord. d'un bout à l'autre, tu vois. Je t'avais Ouais. parlé que j'ai fait une plateforme de dons, donc en fait j'ai géré, Ouais. on va dire, le back et le front. Il y avait un système d'email, de génération de Cerfa, tout ça, donc c'était quand même des choses qui sont assez complexes. Mhm. Après, vu que j'ai pas eu de formation vraiment, je te dis, je suis un peu autodidacte et tout, donc c'est Ouais. possible qu'il y a certaines choses qui me manquent par-ci par-là. Mais Ouais. dans le gros, je dirais que je me présente plus en tout cas aujourd'hui comme junior. Ouais. En tout cas, c'est exactement moi le constat que j'ai fait avec toi, tu vois, en travaillant avec toi. Et je trouve que c'est important de le souligner parce qu'en fait, il y a beaucoup de développeurs qui se jugent, qui se désévaluent, qui se jugent peut-être juniors alors qu'ils sont pas forcément dans cet état-là. Ça, c'est peut-être, on en avait parlé, mais c'est un petit peu le syndrome de l'imposteur où tu as toujours l'impression que voilà, t'as Exact. pas forcément le meilleur niveau. Et souvent, c'est associé au fait que t'as pas le meilleur diplôme non plus qui va avec. Après, moi, ce que j'ai toujours expliqué, c'est que finalement, le développement, c'est aussi la façon d'apprendre par soi-même. Donc la notion d'autodidacte, elle est prioritaire en fait, elle est même fondamentale. Parce qu'en réalité, tu pourrais faire des super belles études, tu serais quand même dans l'objectif de toute façon de devenir autodidacte. Parce que si tu as fait des bonnes études et que tu as un bon diplôme et que tu n'es pas nécessairement bon en tant qu'autodidacte à aller chercher de Ouais. l'information, etc., tu risques aussi de ne pas y arriver dans le métier. Parce que derrière, l'objectif, c'est de progresser. Parce que du coup, le développement, ça va super vite. Donc tu vois, être autodidacte, moi je trouve que ça fait de toi un meilleur développeur finalement. Ouais, c'est sûr. En tout cas, moi, il y a un truc que tu m'as dit qui m'a beaucoup aidé. Donc, je pense que ça pourrait aussi aider Ouais, les autres. C'est qu'à ouais, un moment, tu sais, quand on travaillait ensemble et tout, des fois, j'étais pas très sûr de mon code ou de la façon de faire, tu vois. ouais, Et là, tu m'as ouais, dit, mais en fait, il n'y a pas de meilleure façon. Ça veut dire que ce que ouais, tu codes aujourd'hui, dans 1 an, tu vas le coder différemment et tu vas avoir l'impression que tu as fait ouais, n'importe quoi. Mais en fait, c'est toujours comme ça. Ça veut dire que l'année d'après, ce sera la même chose. Donc, en fait, on essaie de chercher une certaine, tu vois, un certain perfection. standard, voilà, une perfection, mais en fait, elle Ouais, n'existe pas cette perfection. En fait, on est en ouais, constante évolution et c'est comme ça que ça doit être, quoi. Il faut ouais. pas douter à cause de ça, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord, ouais, c'est clair. Ouais, t'as bien résumé. Voilà.
Ok, bah écoute, là j'ai ton portfolio donc sous les yeux. Donc déjà, premier truc qui me frappe, c'est le design, le graphisme. Déjà, on est sur une très belle approche. C'est-à-dire que graphiquement, il y a un style, une couleur. En tout cas, après, chaque choix est personnel. Hein. Peut-être certains n'aimeront pas, d'autres aimeront moins, d'autres aimeront mieux. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien parce que tu as adopté déjà un thème un peu sombre. J'aime bien le rapport de la couleur avec l'image. En tout cas, quand je vois le portfolio, si tu veux, et c'est surtout sur ça que je voulais atterrir, c'est que c'est important parce que j'ai mon petit effet waouh. Tu vois, l'effet waouh qu'il faut pas dénigrer du tout parce qu'en réalité si t'as un truc, et j'en ai déjà vu pas mal, si t'as un portfolio qui ressemble plus à un CV, c'est original, hein. Il y a des gens qui font des trucs un peu originaux comme ça, mais t'as pas cet effet waouh et du coup je trouve que ça recrute un petit peu moins tu vois, l'attention de la personne qui regarde. Donc si tu veux, dans un premier temps, moi ce que j'identifie c'est un petit peu les couleurs, le graphisme, etc. Et moi aujourd'hui les feedbacks, les conseils que j'ai envie de te donner, ils vont pas trop se matérialiser sur du graphisme, mais plus sur de la façon dont tu as de te vendre, comme par exemple le wording ou des choses comme ça. D'accord, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Mais sinon, d'un point de vue du design, moi je trouve qu'on est sur quelque chose de quand même relativement cohérent. Là, tu vois, je fais défiler un petit peu le site pour les gens qui regardent la vidéo. Mais voilà, on est vraiment sur une ambiance, en tout cas, une intégration qui est relativement propre, etc. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment rien à trop ajouter à ça. Ouais. Toi, tu avais peut-être envie d'ajouter le fait que tu as utilisé un template, hein, c'est ça, pour aller plus vite, comme je te disais, à l'essentiel. Voilà, je t'attendais. En fait, comme je te disais, en fait, moi, le graphisme, en fait, voilà, j'ai trouvé sur Internet, sur un sorte de tuto YouTube. Et donc, en fait, j'ai repris et j'ai fait mes petites améliorations. Tu vois, par exemple, l'initial, c'était avec une technologie de Vite et en JavaScript. Et je l'ai passé sur du Next.js avec du TypeScript. Ça, c'était un truc qu'on avait fait déjà ensemble, la migration. Ouais. Et aussi un système de langage avec un système de traduction, tout ça. Oui, j'ai vu, il y a un système de traduction. Voilà, ça aussi. Voilà, j'ai essayé de générer ça avec la nouvelle façon de faire de Next.js, l'AppFolder. Donc voilà, c'était une bonne expérience finalement de se plonger dans la documentation pour comprendre comment bien faire un site multilingue avec la technologie de Next.js, tu vois. D'accord. Et du coup, moi j'ai une question. Même si je comprends un peu l'aboutissement, mais du coup, qu'est-ce qui t'a orienté vers plutôt une approche, je vais aller chercher quelque chose qui existe déjà plutôt que de tout créer de A à Z. Du coup, quelle est ton approche et pourquoi t'en es arrivé à ça du coup? Alors, c'est une bonne question. En fait, moi, j'étais pas très très motivé par le portfolio. Ça veut dire, je sais que c'est quelque chose d'important, tout le monde en a déjà parlé. Mais on va dire, je sais pas, j'ai toujours un peu, je sais pas si c'est un complexe ou je sais pas, j'ai l'impression que genre dans le design, j'ai jamais fait mes preuves dans le design, tu vois, j'ai pas vraiment de, tu vois, il faut connaître les codes couleurs, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Il faut l'appétence, voilà. Bien sûr. J'aime bien ce côté design, mais j'ai l'impression que j'ai pas vraiment la capacité, on va dire aujourd'hui, de faire un truc qui soit joli, qui rend bien, tu vois. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Ouais, voilà, je te disais, et ça c'est un projet que j'avais vu avant qu'on en ait parlé du portfolio, et j'avais bien aimé moi le côté 3D, tu vois, dessus. Ouais, j'ai beaucoup aimé surtout le site 3D, tu vois, on n'en voit pas beaucoup des sites 3D, et ça démarque un petit peu, tu vois. Alors c'est vrai que je perds dans l'originalité, mais d'un autre côté, tu vois, enfin les gens quand je leur montre, ils le connaissent pas, tu vois, donc ça veut dire que demain je montre ça à quelqu'un, tu vois, directement il va dire c'est joli et tout. Après, moi, j'ai toujours tendance à dire que voilà, que c'est pas de moi, quoi. Le design, je l'ai repris, j'ai peaufiné, mais j'ai repris le design. Mais c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir quelque chose qui est déjà, on va dire, c'est du sûr, tu vois. Ça veut dire que ce que je montre, je sais que déjà que c'est quelque chose qui est censé être apprécié, tu vois, niveau design. Ouais. Mais bon, alors moi je suis complètement du coup d'accord avec ton approche. Alors déjà il y a deux choses qu'on pourrait éclaircir, et surtout pour les gens qui regardent la vidéo, c'est hyper important de comprendre que aujourd'hui toi tu te vends comme étant un développeur web, développeur front-end. Alors on a vu que tu fais du back-end, on va en parler un peu après, mais en tout cas tu te vends comme étant un développeur web, tu te vends pas comme étant un graphiste, un web designer. Donc ton objectif et ton travail c'est pas de savoir réaliser des maquettes. Donc la petite appétence artistique, graphique, etc. elle est super intéressante, hein. Ça c'est sûr, il faudrait l'avoir parce que c'est toujours un plus, mais en tout cas ça fait pas du tout partie de tes prérogatives, donc c'est vrai que tu n'as aucune honte à avoir à l'utilisation du coup de quelque chose qui existe,
qui a été réalisé par des gens qui ont une meilleure appétence du graphisme. Et comme je te le disais, de toute façon, c'est pas sur ça qu'on te juge, parce que finalement, toi, ton objectif, c'est d'être bon dans l'intégration d'une maquette. Donc si je te confie par exemple ce projet-là, cette maquette-là, il faut que tu sois capable de me l'intégrer avec la meilleure approche possible et qu'elle reflète un maximum la maquette d'origine. Donc finalement, c'est ça ton travail, et c'est pas de créer quelque chose d'artistique. Donc c'est intéressant. Moi, je trouve que le fait d'aller chercher quelque chose d'existant qui te plaît, etc., bah, ça permet de transmettre ton identité, parce que toi, tu as transmis ton identité de cette manière. Du coup, tu aurais pu choisir n'importe quoi. Tu aurais pu partir sur un thème rouge, sur un thème qui est complètement différent de celui-là. Et du coup, ça m'interpelle par rapport à tous ceux qui ont des portfolios qui sont pas nécessairement très bien designés. Bah, c'est peut-être aussi des gens qui, du coup, se disent la même chose que toi. Finalement, bah, moi, je suis pas très artistique, j'ai pas trop de créativité, je suis pas très bon là-dedans, bah tant pis, je vais essayer de faire quelque chose, et tant pis si c'est pas très joli. Moi, je pense qu'il vaut mieux, si t'as pas cette appétence, aller chercher quelque chose qui existe, parce que l'objectif, c'est vraiment de transmettre ta propre identité. Effectivement, comme tu l'as très bien souligné, les recruteurs vont pas chercher à voir si c'est toi qui as fait le graphisme, etc. Surtout partant du principe que c'est pas ton job, quoi. Ouais, voilà. Donc en fait, je me suis un peu décomplexé sur ce côté-là, quoi. Ouais, moi je trouve que t'as eu raison. Alors du coup, il y a un truc sur lequel je fais en sorte de faire attention en permanence. C'est ce que j'appelle moi le hero top. En fait, c'est vraiment la partie, vraiment le header que tu vois quand tu arrives sur le projet. Donc ici, c'est hello, je suis Emmanuel avec le setup. Et donc du coup, finalement, ça c'est la chose la plus importante que les gens vont regarder. Tu sais que sur un site, les gens ils prennent 2 à 3 secondes pour identifier un petit peu s'ils sont au bon endroit, et puis s'ils sont pas au bon endroit, ils s'en vont. Et donc du coup, moi je concentre vraiment beaucoup d'importance sur le hero top. Donc du coup, j'ai identifié pas mal de choses qu'on pourrait améliorer, en tout cas sur le tien, en tout cas si t'es d'accord. Okay, bien sûr. Mais avant ça, je voudrais quand même définir un truc qui est super important pour tous les gens qui regardent la vidéo et qui se disent comme toi, bah ouais, un portfolio c'est pas forcément ce que je recherche. Tu vois, il y en a beaucoup qui font des projets et qui mettent des accès à leur GitHub pour qu'on identifie leur code. À tous ces gens-là, je voudrais leur dire un truc qui est hyper important. C'est vraiment un retour d'expérience que j'ai eu face à des clients. Donc c'est vraiment des clients finales qui m'ont donné cette information, puisqu'à chaque fois que je remporte un marché, moi sur Malte ou sur d'autres plateformes, je demande toujours, je pose toujours la question aux recruteurs, pourquoi ils m'ont sélectionné, surtout que je sais pertinemment qu'ils ont sélectionné d'autres développeurs. Donc pourquoi j'ai été celui qui a été retenu, ça me permet de m'améliorer, si tu veux, dans ma communication, etc. Et les 3/4 du temps, pour pas dire 100% des cas, c'est des gens qui rencontraient 2 problèmes. Premier problème, c'est qu'ils du coup ils vont à la rencontre de profils Malte, etc. pour rencontrer des développeurs, et en général les gens ne répondent pas, donc c'est un manque de disponibilité. Et le deuxième facteur le plus important, c'est que les gens n'avaient pas de portfolio. Donc ce qu'ils font en général, c'est qu'ils vont chercher un panel de personnes qui correspondent à peu près à ce qu'ils recherchent en termes de compétences, en termes de taux journalier, en termes de stack technique, etc. Ils vont présélectionner une dizaine de profils, parce qu'en fait il faut bien se dire à un moment donné que les recruteurs ils n'ont pas nécessairement le temps d'examiner tout le monde. En fait, ils ont vraiment pas le temps, ils ont vraiment pas la force ni l'énergie pour aller jusque là. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils choisissent une dizaine de personnes, et dans ces 10 personnes ils vont déjà choisir ceux qui ont un portfolio, et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait il y a déjà 50% des gens qui n'en ont pas. Du coup, il y a 50% des gens qui sont déjà en fait écartés de la liste. Et donc, souvent, en tant que développeur, quand on publie son portfolio, on a tendance à se dire, tiens, on me contacte pas, c'est que j'ai pas le bon niveau, c'est que j'ai pas le niveau requis pour rentrer sur des missions. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on vous contacte pas, ça n'a rien à voir avec votre talent, avec la façon dont vous avez de coder. C'est qu'en fait, dès l'initial, on ne s'est pas rendu compte de ce que vous étiez capable de faire. Et en tant que recruteur, comme on n'a pas envie de perdre des heures et des heures à espionner des profils pour aller chercher les gens, faire des réunions, voir ce qu'ils sont capables de faire, on essaye de maximiser nos chances de trouver des bons profils. Et donc, on va tout de suite voir des gens qui nous donnent des informations. Donc, quelqu'un qui a un portfolio, il va remporter forcément 50 fois plus de chances de au moins être contacté. D'accord ? Avant qu'on en arrive au fait que peut-être il n'a pas les bonnes compétences pour arriver sur la mission, etc. Mais bien avant ça, il y a la façon dont tu te montres, et le fait de faire un portfolio, c'est méga important en ce sens en réalité. Ouais, je vois. Ouais. Moi aussi, je t'ai dit, j'étais réticent à cette histoire de portfolio, et c'est toi qui m'as vraiment boosté. Tu m'as dit, c'est super important, et ça te donne vraiment une visibilité à l'extérieur, quoi. Ouais, complètement. Complètement.
Alors du coup en héros top, donc toi t'as fait le choix de marquer Hello, je suis Emmanuel, je développe des interfaces utilisateurs, applications et sites web, et t'as mis en avant un setup bien coloré du coup. Ouais. Du coup, tu peux m'expliquer un petit peu du coup ton approche, qu'est-ce qui t'a orienté vers ce texte-là, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu t'es dit bah tiens je vais marquer Hello, je suis Emmanuel. Parce qu'en fait c'est un peu en fait c'est l'information primaire quoi, ça veut dire je me présente. Les gens ils ne me connaissent pas forcément donc mais je me suis un peu inspiré de l'anglais de I am, tu vois. C'est vrai qu'en français c'est pas le meilleur texte qu'il puisse y avoir, mais j'ai trouvé que ça avait quand même tu vois, quand même une signification et que les gens ils peuvent facilement, tu vois, il y a une certaine j'ai pas le mot. Spontanéité. Voilà, exactement, avec ce texte. Mais tu me diras hein, s'il faut changer ou si tu... Ouais, alors moi je verrais autre chose. Voilà ce que je peux te proposer, c'est que en réalité, il faut te mettre, quand tu fais ce genre de choses, il faut toujours te mettre dans la peau de la personne qui consulte et jamais dans ta propre peau à toi. Donc dans ta propre peau à toi, c'est facile en fait. Tu te dis, bah toi t'es Emmanuel, voilà, tu fais telle et telle chose. Mais en réalité, c'est pas si clair pour la personne qui va venir consulter. Finalement, il vaut mieux centraliser ton message non pas sur comment tu t'appelles mais plutôt sur ce que tu es capable de faire. Et donc en fait c'est quelque chose qu'on va avoir, on va essayer d'avoir une approche un peu différente sur ton portfolio, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu arrives à voir ton portfolio comme un service de vente. C'est-à-dire que toi en tant que développeur, habituellement tu vas travailler sur des projets qui vont être orientés utilisateurs. Et donc en fait la plus grande partie de ton temps, ce que tu vas faire, c'est justement vendre le produit que tu es en train de développer. C'est-à-dire que les gens vont te demander de faire une landing page avec des call to action pour inciter les utilisateurs à rejoindre le projet que tu es en train de développer pour ton client, etc. etc. Là ici, il faudrait que tu fasses exactement la même chose, mais que tu aies une approche où le produit, c'est toi en fait. Donc tu vois, tu pourrais matérialiser ça comme une page de vente d'un iPhone. Tu pourrais regarder un peu comment ça se passe, une page de vente d'un iPhone. Tu vois comment est-ce qu'ils mettent en place le truc. Et souvent, ils vont pas dire hello, on vient de sortir un produit, tu vois, un nouveau produit qui s'appelle l'iPhone, tu vois. Ils vont plutôt tout de suite te dire pourquoi l'iPhone il est bien et pourquoi tu devrais l'utiliser, parce que c'est la première information que va avoir besoin de voir la personne qui va regarder ton portfolio. Et donc tu vois, du coup ici, l'idée c'est pas de dire hello, je suis Emmanuel, mais plutôt voilà ce que je fais. Et il faudrait que ta stack technique en fait elle ressorte quasiment direct. Donc je dirais qu'en fait le titre hello, je suis Emmanuel, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment modifier. Par contre, je développe des interfaces utilisateurs, applications et sites web. Ça pour moi c'est beaucoup plus performant. C'est beaucoup plus impactant parce que là, dès lors qu'un recruteur il va arriver sur ta page, sur ton profil, il va tout de suite voir ce que tu es capable de faire et tout de suite voir si vraiment tu corresponds à ce qu'il recherche. Et ça, c'est hyper important. D'accord. Et toi, tu aurais mis quoi, on va dire, en phrase d'accroche, quoi, en H1 ? Alors là c'est un petit peu personnel parce que du coup ça dépend vraiment de ce que tu as envie de proposer. Mais par exemple, tu pourrais trouver une façon détournée de dire ce que tu as dit juste en dessous. Ici, juste en dessous, tu dis « Je développe des interfaces utilisateurs, applications et sites web ». Tu pourrais très bien mettre par exemple cette phrase-là en première phrase d'accroche. Tu vois, pourquoi pas même retravailler peut-être pour qu'elle soit légèrement moins longue, mais tu pourrais faire l'inverse, c'est-à-dire que tu pourrais mettre « Je développe des interfaces utilisateurs, applications et sites web » et puis juste en dessous, plutôt que de dire « Hello, je suis Emmanuel », tu pourrais mettre ta stack technique par exemple, une phrase d'accroche qui permette de définir qu'en fait toi tu travailles surtout sur du React, du Next.js, etc. Ça permettrait en fait au recruteur de tout de suite comprendre ce que tu fais et de tout de suite comprendre quelle est ta stack technique, parce que lui s'il a plutôt une mission Vue.js à te proposer, peut-être qu'il va passer son chemin et ça sera pas plus mal pour toi, tu vois. Ouais, j'ai compris. Donc ça lui permet de gagner du temps, mais toi surtout ça te permet de vendre plutôt ton activité. En fait, il faut que tu te dises que la personne qui vient sur ton projet, elle est là pour t'acheter, entre guillemets. Elle est là pour te recruter. Donc ce qu'elle a besoin de savoir, c'est tout de suite qu'est-ce que tu es capable de faire pour elle. Ça, c'est hyper important. Donc du coup, si tu commences par lui dire que tu développes des interfaces utilisateurs, applications et sites web, tu marques forcément des points. D'accord. Donc tu dis qu'en fait, il faudrait mettre plus en valeur ses compétences que voilà, juste son prénom. Exactement. Exactement. Ouais. En réalité, j'ai même envie de te dire que ton nom, alors tout le monde ne s'en fout pas,
mais c'est une information que les gens ont déjà en fait. Parce que les 3/4 du temps, les recruteurs, les entreprises qui vont regarder ton portfolio, c'est des gens qui vont cliquer sur un lien. Par exemple, ils vont cliquer sur un post LinkedIn que tu aurais pu faire, ils vont cliquer sur un profil Malte, sur un profil Comet. Tu vois, ils vont rentrer en fait en lien avec toi parce qu'ils ont déjà entendu parler de toi. Et c'est toujours des gens qui auront déjà vu comment tu t'appelles. Et puis de toute façon, c'est pas grave parce que tu vas rentrer en contact par la suite avec eux. Donc vraiment, le fait que tu t'appelles Emmanuel, c'est vraiment pas une information pertinente. Tu comprends, pour eux? Ouais, je vois. Donc le fait de mettre l'accent sur plus, le fait que tu développes des interfaces utilisateurs, c'est vraiment une meilleure pratique. D'accord. Après moi, à ce stade, tu vois, je mettrais déjà des éléments, ça peut être des éléments visuels, t'es pas obligé de marquer noir sur blanc, que tu travailles sur React, etc. Mais tu pourrais peut-être commencer à faire flotter 1 ou 2 logos de React avec Next.js pour qu'on comprenne tout de suite ta stack technique. Tu vois, tu fais pas du WordPress, tu vois, on sait tout de suite que t'es sur du React. Ça va permettre vraiment aux recruteurs de déjà bien comprendre, bien cerner en fait ton profil et déjà de savoir qu'il est au bon endroit puisque c'est ce qu'ils recherchent, quoi. J'ai compris. Et le fait d'avoir le petit setup là en 3D, tu penses que c'est pertinent ou pas? Alors ça c'est pareil, tu vois, l'approche que tu as, c'est de mettre ton setup. Alors du coup, moi je veux bien que tu me donnes aussi ton retour, tu vois, parce que moi c'est vrai que j'ai des idées, mais pourquoi du coup tu as décidé de mettre ton setup? Qu'est-ce qui t'a éclairé sur ça? Tu vois, quels sont les choix que tu as fait à ce niveau-là? Non, alors comme je te disais, c'est un design que j'ai repris. Ça veut dire ce setup, il était déjà existant, quoi. Ah, il était d'accord. C'est pas moi qui l'ai configuré. Donc tu t'es dit ça marche bien en fait. Ouais, en fait, voilà. J'ai repris le design, donc j'ai repris le setup, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, enfin, c'est de la 3D, donc déjà ça prend du temps à télécharger. Et donc toi, tu me parles souvent que quand un site, il faut être réactif, quoi. Il faut donner le maximum d'informations dans le minimum de temps, on va dire. Donc là, avec de la 3D en héros, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus pertinent, quoi. Ouais. Alors souvent, moi je vois souvent des développeurs en fait qui cherchent à faire des trucs ultra techniques sur leur portfolio parce qu'ils se disent plus je vais être technique et plus je vais montrer ce que je suis capable de faire. Et en fait, encore une fois, moi ce que je propose c'est une approche complètement différente. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, la personne qui te recrute, elle va te demander de faire quoi? Elle va te demander de créer une application, elle va te demander d'intégrer des maquettes, elle va te demander de créer de l'interaction avec son utilisateur, en fait. Elle va te demander de créer de l'UX, en fait, tu vois. Et ben, l'objectif, c'est de lui montrer que tu es capable de te vendre. Et donc, pour moi, je vois le portfolio pas comme, justement, un espace où je peux mettre toutes mes créations un peu farfelues, etc., mais plutôt concentrer la façon que j'ai de travailler pour qu'elle ressemble au maximum à ce qu'il va avoir besoin. Parce que du coup, il y a rien de plus vendeur que d'atterrir sur un site qui comporte en fait déjà 90% des notions de choses que je vais avoir besoin de demander, tu vois, de faire. Ouais. Donc par exemple, si je suis capable de voir que tu es capable de déclencher des bons call to action, que tu es capable de déclencher des modales, que l'intégration elle est belle, qu'il n'y a pas de problème particulier comme tu disais, de poids par rapport à l'affichage de ta page, etc. Plus tu vas être dans cette force-là, et plus la personne, en fait, c'est vraiment un message subliminal que tu envoies. C'est-à-dire que la personne ne va pas le remarquer d'un premier coup d'œil comme ça, mais elle va juste se rendre compte qu'en fait, tu as les compétences qu'elle va avoir besoin. Parce qu'encore une fois, le premier problème des recruteurs, c'est d'avoir à recruter des gens qui sont pas compétents, des gens qui sont pas forcément très bons. Donc du coup, leur problème à eux, c'est quoi? C'est qu'ils ont un budget, on leur donne un budget et on leur dit voilà, il faut recruter 2 ou 3 nouveaux développeurs sur la mission. Donc eux, ils ont un budget, ils savent à peu près quel TJM ils doivent aller chercher et leur objectif, c'est d'aller chercher celui qui correspond le plus à leur profil. Et ce qu'ils veulent surtout pas, c'est se planter en fait. Donc si toi, tu arrives à leur dire quand ils arrivent sur ton espace, que tu vas être capable de faire 90% de ce qu'ils vont te demander de faire, pour toi c'est déjà gagné en fait. Ils ont même pas le temps, ils ont même pas le besoin d'aller voir ta façon de coder ou d'aller voir en précision ton code, etc. Ça c'est quelque chose qui viendra par la suite quand tu rentreras dans la mission finalement. Mais d'un premier coup d'œil, il faut qu'ils arrivent à voir que tu vas être capable de faire ce qu'ils vont te demander, tu vois. Donc du coup, il faut insister un petit peu plus sur l'aspect commerce en fait, tu vois, plutôt voir ton portfolio comme un tunnel de vente, exactement ce que tu vas faire pour eux, c'est-à-dire un tunnel de vente pour que les gens s'inscrivent et payent leur abonnement sur leur SaaS ou tu vois sur leurs produits. Donc c'est vraiment, il faut que tu arrives à rester naturel et à rester dans leur tendance pour que justement ils aient tout de suite l'impression que tu vas être capable de faire le travail qu'ils vont te demander en fait, tu vois, de manière un petit peu subliminale. Ouais, et là où finalement le setup, moi je trouve que c'est super
Par contre, ça identifie peut-être un petit peu trop ton style. On est en plus sur un style un peu gaming, tu vois, puisque du coup, il y a des couleurs, etc. Donc moi, je suis carrément raccord avec toi. C'est-à-dire que d'un point de vue du design et tout, je trouve que ça apporte beaucoup à la page. Mais dans un portfolio de développeur, moi, je pense que si tu mettais ta photo, tu te mettrais beaucoup plus en avant. Parce qu'il y a une deuxième chose qui va rentrer en ligne de compte pour le recruteur. C'est, tu sais, dans la vente, en fait, il faut que les gens aient confiance en toi. Parce que pour vendre, il faut qu'il y ait un minimum de confiance qui soit transmise. Si les gens n'ont pas ton visage, donc là, c'est le cas sur ce projet-là, on te voit vraiment pas, donc on n'est pas trop capable de te discerner. En plus, je vois que là-haut, on a le logo un peu de la société, mais du coup, tu mets un logo M-Coder. Du coup, on n'a jamais le visuel de ton visage, etc. Et du coup, c'est super dur aux recruteurs de se faire une idée de la personne avec qui ils vont travailler. Et ça, c'est hyper important. Le fait de pouvoir donner confiance. Donc tu vois, le fait de supprimer le setup et de venir mettre plutôt une photo. Alors après, ça va peut-être perturber un petit peu l'affichage, mais à toi de revoir un petit peu l'affichage, la façon dont tu te mets en avant, etc. Mais le fait de supprimer le setup et de plutôt valoriser ton image personnelle, ça va apporter énormément de valeur à ton portfolio. C'est-à-dire qu'en un seul clin d'œil, en un seul coup d'œil, pardon, les gens ils vont avoir l'information de ce que tu fais avec précision et ce que tu vas faire pour eux, parce que quand tu dis je développe des interfaces utilisateurs, applications et sites web, ça te permet vraiment de mettre en avant ce que tu vas leur faire, tu vois, ce que tu vas leur apporter comme valeur. Le fait de mettre ta stack technique en avant, ça va leur permettre de tout de suite comprendre que tu travailles dans tel et tel stack et donc que ça correspond bien à ce qu'ils recherchent. Et le fait de mettre ta photo en avant, déjà tu vas moins alourdir le poids de ton projet, mais en plus de ça, ça va permettre de renforcer la confiance que va avoir la personne pour consulter ton espace, quoi. Ouais, je vois. Donc en fait, c'est en fait après il faut mettre. Toi, tu dirais plutôt en fait d'essayer de se vendre soi-même, quoi, d'essayer. En fait, il faut vraiment que tu vois ton portfolio comme la vente d'un produit, sauf que le produit c'est toi. En fait, j'irais même jusqu'à dire, à chaque fois que tu crées quelque chose, tu te poses la question de est-ce que ça apporte de la valeur ou pas. Ici, ça apporte une valeur quand même, ça apporte la valeur graphique. Le fait d'avoir le setup, ça a une valeur graphique. Mais est-ce que ça apporte de la valeur à ton recruteur ? Bah non, pas forcément. D'ailleurs, si tu vas plus en avant de ça, je serais même à deux doigts de te dire que le recruteur, il a moins envie de voir ton setup, même si c'est forcément, là, pour le coup, c'est pas le tien, mais il a moins envie de voir ton setup, mais il a plutôt envie de voir à quoi tu ressembles en fait. C'est important pour lui et tu lui donnes pas. Donc non seulement tu lui donnes quelque chose qui est différent de ce qu'il pourrait attendre, mais en plus de ça, tu lui donnes quelque chose qui n'a pas de sens pour lui, alors que tu pourrais donner quelque chose qui a beaucoup de sens pour lui, parce que ça t'aiderait en fait à être recruté. Ouais, ok, je vois. Ok. Alors après, on va descendre un petit peu. On voit l'introduction aperçue. Et là, on voit un super texte en plus. Bénéficiant d'une expertise en développement logiciel, je maîtrise TypeScript et JavaScript, ainsi que des frameworks tels que React et Next.js. Donc ça, c'est très clair. Mon apprentissage rapide et ma collaboration étroite avec les clients me permettent de concevoir des solutions efficaces, évolutives et conviviales pour résoudre des problèmes concrets. Travaillons ensemble pour concrétiser vos idées. Bah ça, c'est génial, tu vois. Ça, c'est génial parce qu'ici, on arrive à voir, en tout cas à discerner un point qui est fondamental, c'est que tu es bon communicant. Et moi, pour le coup, j'ai travaillé avec toi, je sais que tu es bon communicant et ça, il faut que tu le mettes en avant. Et si tu arrives à le mettre en avant sur ton portfolio avant qu'on t'ait contacté, je peux te garantir que tu marques des points parce que le point numéro 2, après avoir eu confiance plus ou moins aux compétences et au profil du développeur, donc au moment où on va rentrer en contact avec lui, la première chose qu'on va chercher à identifier, c'est pas si c'est un bon développeur et s'il code bien, c'est est-ce qu'il est capable de communiquer. Parce que comme tu l'as précisément dit tout à l'heure, un développeur, il peut être très bon dans son domaine et arriver sur une application complexe avec une stack un petit peu particulière et rencontrer des difficultés. D'accord ? C'est pas anodin d'avoir des difficultés, tout le monde en a. Et quand tu arrives sur un projet, en général, tu as une étape, tu as une phase d'onboarding dans laquelle on va essayer de t'expliquer un petit peu les choix qu'on a fait au niveau de la stack, d'accord ? On va essayer de t'introduire dans le projet, mais on le sait, le projet, notre application web, elle n'est pas forcément très facile à aborder, donc on va essayer de t'intégrer à notre projet de la meilleure façon qui soit. Et finalement, ce qui est important, c'est pas que tu sois le super meilleur développeur, tu vois, numéro 1 du monde, mais plutôt l'approche que tu vas avoir de communiquer. Parce qu'en fait, si tu es un très bon développeur, mais que tu es incapable de synthétiser tes erreurs, tes problèmes, ce que tu as fait dans la semaine, etc., ben, ça va être très compliqué de bosser avec toi. Donc si tu es bon communicant, tu marques déjà un super point. Avant même qu'on ait analysé tes compétences de développeur, ben déjà on a une information sur le fait que tu es bon communicant, que tu sais synthétiser un petit peu ce que tu sais faire, ce que tu peux proposer, et ça c'est forcément bénéfique. Ouais, je vois.
Après, dans le web, dans une interface web, t'es pas sans savoir que les gens, en fait, ne lisent pas les informations telles que tu vas les rédiger sur ton site. C'est-à-dire que si tu mets une information, puis ensuite un deuxième titre, puis ensuite un troisième titre, les gens ne vont pas nécessairement voir le premier, le deuxième, puis le troisième. Ils vont le voir en fonction de la façon dont tu as eu de synthétiser ton texte. Par exemple, la première chose qu'ils vont voir ici, c'est pas introduction ni le paragraphe, c'est aperçu. T'es d'accord avec moi ou pas? Ouais, c'est vrai. Et en général, ils vont voir aperçu, puis ensuite introduction, puis ensuite ils vont voir le paragraphe. Donc ça dépend un petit peu de la façon dont tu as dessiné le truc. Mais en tout cas, là, ici, tu as mis beaucoup d'importance sur la notion de aperçu. Et bien ça, pareil, c'est un petit peu de la place et du temps de gâcher. Parce que finalement, je pense que tu pourrais corriger ton texte aperçu pour qu'il reflète entre guillemets, ce que tu vas mettre dans ton paragraphe un petit peu plus loin, tu vois, un petit peu plus bas. Parce que finalement, ici, tu vas t'organiser, tu vas essayer d'évoquer un petit peu ce que tu es capable de faire, parce que du coup, tu dis, tu vas faire bénéficier aux recruteurs de ton expertise en développement logiciel. Et puis plus bas, tu expliques avec les petites cartes que tu es dans le secteur du développement web, dans le développement front-end, dans le développement back-end, et que tu as aussi une casquette, une appétence en tout cas en IA. Donc ici, le fait de changer aperçu et de trouver un texte peut-être qui est plus en adéquation avec ce qu'il pourrait avoir envie d'entendre, bah là c'est intéressant. Par exemple ici, un truc qui me saute aux yeux, mais moi j'ai pas forcément d'inspiration si tu veux au moment où je te parle, mais ce qui est intéressant de retenir finalement, c'est que ici tu es en train de parler de ton expertise et finalement qu'est-ce que tu es en train de dire avec ces 4 cartes ici? Bah, c'est que tu es un développeur web, tu fais aussi du front-end, tu fais aussi du back-end et tu as des notions d'IA. Donc peut-être que tu pourrais trouver un titre beaucoup plus riche que aperçu pour dire à la personne que en fait tu fais pas que du front. Tu vois, tu es plutôt orienté full stack en réalité. Et toi tu verrais plus un dev full stack, mais après ça serait un peu bizarre après, non? Enfin, je mettrais peut-être. Ouais, ça serait bizarre. Je suis d'accord avec toi. Hein. Le fait de dire, de donner cette information ici, c'est pas forcément la meilleure. Mais par exemple, tu pourrais dire, j'ai pas, comme je te dis, j'ai pas trop d'inspiration pour le coup. Mais tu pourrais dire quelque chose comme, j'ai plusieurs niveaux d'expertise. Voilà, c'est pas super propre, c'est pas plus beau, tu peux largement trouver mieux. Mais en fait, dans l'état d'esprit, ce que je te donne en fait ici comme feedback, c'est qu'il faut que tu donnes un titre qui reflète ce que tu es en train de dire précisément. Alors que aperçu, ça reflète rien en fait, on comprend rien. Et pourtant, c'est la première chose qu'on va lire et c'est pas assez efficace. En fait, essaye de donner de l'efficacité à ton titre en disant que finalement en disant ce que tu as envie de dire, parce qu'ici c'est à toi de communiquer, mais l'objectif ici pour toi c'est de dire que finalement tu as multicasquette, non? C'est ça que tu essayes de dire quand tu dis que tu es développeur web, front-end, back-end, IA, tu as juste envie de dire moi je suis pas juste front-end en fait, je fais plusieurs choses. D'ailleurs quelqu'un qui aurait besoin de toi sur un projet back-end, il pourrait être à ce stade de la lecture de ton portfolio et commencer à se dire ok bah là je tiens peut-être mon développeur front et arriver ici de se dire oula, mais attends, en fait, c'est un coup, je tiens mon développeur front et mon développeur back. Je vais aller approfondir, je vais voir s'il a les compétences et tout. Et peut-être qu'en fait, avec un seul mec, je tiens déjà la personne que je recherche parce que j'en recherchais 2 en réalité. Peut-être que tu marques des points ici. Bah, du coup, ça serait super intéressant de transformer ces points, tu vois, dans le titre à ce niveau-là. Tu vois, le wording, en fait, est toujours important. Quelle est la valeur ajoutée de ton paragraphe? Elle est très claire. Par contre, quelle est la valeur ajoutée à aperçu? Elle est très pauvre. Tu vois, et pourtant tu peux faire beaucoup mieux. Et comme tu es dans un composant où tu parles de développeur web, tu dis que tu as d'autres compétences, d'autres capacités, là ici tu pourrais appuyer sur le titre. Parce qu'en fait ça nous permettrait de commencer à comprendre que tu développes des interfaces utilisateurs, etc., que tu travailles avec React, on pourrait te voir, t'identifier via ta photo, et puis en numéro 2, bim, on arrive tout de suite sur le fait qu'en plus de ça, tu as une multi-compétence. Tu as d'autres compétences, il y a d'autres choses que tu fais, et t'en parles ici. Tu vois ? Donc ici, à ce niveau-là, moi, je changerais le titre. Et le sous-titre, on va dire pas le sous-titre parce qu'il est au-dessus, mais l'introduction, là, ouais, tu l'aurais viré. Ça, c'est cool. Non, moi ça c'est cool. Moi j'aime bien ce genre de choses. Je fais aussi ça. Après c'est personnel, tu vois. Il y en a qui aimeront, il y en a qui aimeront pas. Moi j'aime bien ce genre de truc parce que ça te met un peu dans le contexte. Mais comme je t'ai dit, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait le regard il va se balayer. En fait, ils vont voir aperçu, ensuite ils vont voir introduction et ensuite ils vont voir le paragraphe. Parce que l'humain a pas trop envie de lire. D'ailleurs, les 3/4 du temps, il faut le retenir quand même. Les 3/4 du temps, c'est toujours pareil. Les gens ne lisent pas tout. Et comme ils lisent pas tout, il faut que tu te donnes les informations au maximum. Donc si ton titre aperçu, il synthétise un maximum le paragraphe qui est juste en dessous, bah, peut-être que celui qui va pas lire le paragraphe, bah, il aura pas les informations détaillées. Par contre, si tu l'as bien synthétisé sur le titre aperçu, ça par contre, tu peux être sûr que lui, il l'aura vu. Du coup, tu peux être sûr que la majeure partie des gens qui vont regarder ton portfolio, ils auront compris que tu es multicasquette en fait, et que tu as d'autres avantages.
Tu vois, moi, par exemple, je pourrais indiquer que je suis un développeur qui a une méga appétence pour le design, parce que c'est quelque chose qui me fait remporter énormément de marché, c'est quelque chose sur lequel les recruteurs, ils insistent beaucoup à chaque fois sur mon profil. Moi, je le mettrais tout de suite en avant, tu vois, en disant que moi, ma casquette, c'est pas que développeur, c'est aussi l'UX, l'approche que j'ai, les conseils que je peux donner sur du design system, des choses comme ça, quoi. Tu comprends ? Ouais, bien sûr. Après, moi, j'avais une petite question concernant les 4 petites cartes. C'est que je comprends développeur front-end, back-end et IA. Par contre, je comprends pas trop développeur web. J'ai l'impression que c'est un peu répétitif. Ouais, c'est un peu répétitif. Ouais. Mais c'était l'histoire d'avoir les 4 cartes comme ça pour un peu pour avoir un truc bien rempli. J'aurais pu faire 3 cartes au milieu, mais je trouve que c'était plus joli comme ça avec les 4 cartes comme ça qui soient bien alignées comme ça. C'est vrai que l'information elle est un peu superflue, enfin un peu en trop quoi. Ouais. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'on est tous dans ce cas-là et je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui regardent la vidéo qui vont se retrouver là-dedans. Moi, le premier, c'est qu'à un moment donné, la partie design, la partie graphisme, elle prend le dessus sur le message que je veux transmettre. Et là, ici, je suis d'accord avec toi, 4 cartes, c'est pas 3 cartes. Et 3 cartes, ça aurait fait une différence d'un point de vue visuel, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, à ta place, j'essaierais de trouver un point qui se dégage de ton profil et je le mettrais en avant. Et plutôt que de dire que tu es développeur web, parce que ça, finalement, on le sait, essaye de trouver une casquette qui t'appartient. Alors ici, tu as évoqué plutôt des secteurs d'activité parce que développeur front-end, c'est plutôt un secteur. Donc tu vas difficilement pouvoir dire par exemple bon communicant. Tu vois, ce serait dommage tu auras un truc un peu bizarre. Ouais, mais peut-être que tu peux reprendre les 4 titres pour synthétiser par exemple tes 4 compétences, et dans les 4 compétences on retrouverait le fait que tu es développeur front-end, même si tu ne l'écrirais pas noir sur blanc, développeur front-end, tu vois, on retrouverait cet aspect front-end, cet aspect back-end, cet aspect développeur IA, mais il y aurait aussi un 4e point qui viendrait justement encourager le recruteur à se dire que tu es la bonne personne pour travailler avec toi, tu vois. Après des choses qui sont intéressantes, c'est toujours pareil, il suffit simplement de se mettre dans la peau du recruteur, et qu'est-ce que le recruteur il a pas envie d'avoir, c'est un développeur qui communique mal, un développeur qui a pas assez d'expérience. Donc toi, tu vois, tu peux mettre en place un petit point supplémentaire qui va venir apporter encore plus de valeur. Donc tu vois, peut-être ça vaut le coup de changer les noms, même si moi j'aime bien le fait que tu aies marqué développeur front-end, back-end, etc. Après, ça apporte pas une valeur inestimable. Donc peut-être tu peux approfondir ça. Et en changeant le wording développeur front-end, développeur back-end, développeur IA, peut-être tu vas trouver finalement un 4e skills qui pourra donner un peu plus de richesse, tu vois, aux composants, quoi. Ouais, je vois. Et de cette manière, tu marques encore plus de points parce que il faut te dire que non seulement là, la personne quand elle arrive ici, et moi c'est mon cas, je te le dis très honnêtement, quand la personne elle arrive ici, c'est très propre. Tu vois, c'est stylé, j'aime bien. Pour moi, c'est qu'une histoire de message, en fait. Donc, si tu arrives à corriger ton message, tu marques grave des points sans faire de modification d'un point de vue du code, finalement. Tu vois, c'est juste le temps de se demander comment est-ce que je vais synthétiser le titre de ce composant pour qu'il reflète bien le message que je veux passer pour que tout le monde l'ait, et comment est-ce que je vais définir plutôt mes multiples casquettes pour qu'on comprenne que je suis pas qu'un développeur front-end et que du coup, tu marques des points avec ça, en fait. J'ai compris. Et si je mettais full stack, ça aurait été mieux ou pas forcément? C'est trop répétitif parce que front-end, back-end et full stack, ça fait un peu lourd. C'est ça. C'est que le développeur full stack, forcément, c'est quelqu'un qui a toutes les appétences. Après, moi, je préfère te le dire, je préfère être très honnête avec toi. Le développeur full stack, c'est vraiment un terme que je déteste utiliser parce qu'en fait, un full stack, j'espère qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi, mais un développeur full stack, en fait, c'est un dieu, d'accord? C'est un dieu vivant parce qu'en fait, développeur full stack en 2023, c'est du costaud parce qu'avec toutes les stacks qui existent, tout ce qui existe dans le développement aujourd'hui, c'est plus comme il y a 10 ans, tu vois. Ouais. Donc, développeur full stack, honnêtement, moi je dis que c'est une mode et qu'il faut éviter de le donner celui-là parce qu'en réalité, un développeur full stack, c'est quelqu'un qui maîtrise autant le front que le back, mais de manière parfaite. Donc, tu vois, c'est le de manière parfaite qui souvent il est occulté. Ouais. D'ailleurs, tu vois, des fois on voit des formations développeur full stack en 6 mois, bootcamp. Ouais, c'est sûr. Ouais. Tu dis comment c'est possible? C'est pas possible. Donc moi je mettrais pas développeur full stack, sachant qu'en plus de ça, tu l'as bien fait remarquer, ça viendrait en contradiction avec le fait d'être front-end et back-end. Moi, je chercherais à définir mes compétences
mes skills. Mais tu sais, les skills, c'est pas juste tu sais faire du Next.js, tu vois, ça c'est un skills, mais pas que ça en fait, tu vois, comme je te disais, le fait d'être bon communicant, c'est une valeur que tu vas pouvoir ajouter. Donc peut-être il faut que tu redéfinisses un petit peu ça pour qu'on ait compris le même message, le fait que tu saches faire du back-end, du front-end ou de l'IA, mais qu'on ait aussi, tu vois, des compétences qui pourraient être intéressantes d'un point de vue du recruteur, en fait, des choses qui pourraient être intéressantes pour lui, en fait. Parce que je vais te dire, je vais te faire une confidence, développeur IA par exemple, la vérité, ça c'était un peu un titre accrocheur, tu vois, parce que je sais qu'en ce moment l'IA, tout le monde en parle, et j'ai fait 2-3 projets où j'ai utilisé de l'IA, donc j'ai mis développeur IA, tu vois, c'est un peu pour accrocher, tu vois. En fait, c'était un peu l'origine de mon hypothèse, c'est que ici, si tu veux, l'objectif pour toi, c'est de donner les clés de ton profil, pour qu'on arrive à identifier que tu es la bonne personne sur ce projet-là. Et sans doute que mettre que tu es développeur back-end, alors que finalement tu fais un tout petit peu de back, vite fait de temps en temps, tu as créé une API ou un truc comme ça, eh ben, c'est pas forcément la meilleure approche. En tout cas, encore une fois, c'est pas la meilleure valeur que tu vas apporter à ton recruteur. Parce que ton recruteur, par exemple, s'il vient chercher parce qu'il a besoin d'un développeur front-end, potentiellement, lui, que tu sois back-end ou que tu aies fait de l'IA, il s'en fout, ou de l'électron, il s'en fout complètement finalement. Lui, c'est pas trop sa cam. Finalement, lui, il va juste te demander d'être développeur front-end. Donc finalement, tu lui apportes pas de valeur. Par contre, si tu commences à lui dire que, alors je te dis n'importe quoi, parce que ça correspond peut-être pas forcément à ton profil, mais si tu commences à lui dire que tu es bon communicant, que tu as une casquette graphique, que tu parles 4 langues et que tu es spécialisé dans le secteur bancaire, peut-être que là, par contre, tu lui apportes grave de la valeur, tu vois. Je vois. Tu comprends ? Et donc du coup peut-être qu'il faudrait que tu revoies tes cartes pour qu'elles collent peut-être un peu plus. D'accord. Exactement, des skills peut-être qui seraient plus personnels. Alors après tu pourrais faire autre chose, mais j'ai vu que tu l'avais fait plus bas, donc on va éviter de se mélanger. Mais par exemple si tu as une stack technique de prédilection, par exemple React, Tailwind, Firebase, Next.js, tu pourrais les mettre. Et là, quand on arrive ici, on se dit, ok, le gars, il est spécialisé dans ma stack, c'est exactement ce que je recherche, c'est un mec qui est spécialisé. Maintenant, mets-toi aussi dans la peau du recruteur. Imagine que tu arrives sur un projet, tu cherches un dev qui soit sur du React, du Next et du Firebase, tu vois, c'est vraiment ton projet, c'est ton application, c'est ta stack technique, donc tu recherches un développeur qui travaille là-dedans, et imagine que tu arrives sur un portfolio d'un mec qui fait du Vue.js, du Angular, du PHP. Tu sais, tu vas te dire, le mec, soit il sait tout faire, donc il est full stack, soit il fait beaucoup de choses, mais il maîtrise pas tout, tu vois. C'est un coup, je vais le mettre sur mon projet, parce qu'il m'a marqué qu'il était développeur React. C'est un coup, je vais le mettre sur mon projet, puis en fait, il va me dire, ouais, mais moi, ça fait 3 ans, j'ai pas fait de React. Tu vois, et ça va être bizarre, en fait. Et souvent, moi, c'est souvent ce que je dis. En tout cas, moi, quand je recrute quelqu'un, c'est souvent ce que je dis. C'est, je cherche en fait des gens qui sont, comment on dit, qui sont techniques dans un domaine en fait en particulier. Tu vois, si par exemple je prends un coach de sport, tu vois, moi je fais de la boxe par exemple, si je prends un coach de sport, je vais pas aller prendre un mec qui soit spécialisé dans la course à pied, tu vois. Je vais prendre un mec qui soit spécialisé dans mon sport parce que j'ai envie de bosser mon cardio en boxe. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je préfère aller chercher quelqu'un qui est spécifique à un domaine. En tout cas, moi je trouve que ça apporte beaucoup plus de valeur. Et dans nos métiers, étant donné que le développement web c'est déjà ultra large, dans nos métiers il y a beaucoup de compétences, beaucoup de stacks techniques, etc. Et je pense que t'as pas envie en tant que recruteur d'aller t'écarter sur des mecs qui sont multifonctions. T'as plutôt envie de prendre quelqu'un qui est spécialisé dans quelque chose. Et finalement, toi, c'est un petit peu ce que tu fais. Donc je pense que si tu arrives à axer soit sur la notion de spécialité fixe, parce que finalement, tu l'as dit tout à l'heure, imagine que le mec il te contacte puis qu'il dise ah bah tiens j'ai un projet avec de l'IA, etc. et qui te balance un pitch de projet qui va te foutre le vertige parce que tu vas dire attends je suis incapable de faire 99% de ce qu'il m'a demandé. Finalement tu auras eu un contact, tu auras perdu du temps en réunion avec quelqu'un qui au final va te dire bon bah t'as pas les compétences que je recherche, on se quitte dès maintenant, tu vois. Ça sera pas un échec pour toi mais par contre tu auras perdu du temps et lui aussi, tu vois. Donc peut-être qu'il vaut mieux orienter ton discours sur des choses qui sont importantes pour ton recruteur. Et comme je te l'ai dit, un recruteur, ce qu'il a surtout pas envie d'avoir, c'est des problèmes avec un développeur qui est trop junior par rapport à ce qu'il a dit, ou alors qui a pas de bonne communication, ou qui par exemple ne connaît pas trop les outils de repository, tu vois, pour travailler en équipe, etc. C'est de rencontrer ce genre de difficultés. Donc si toi tu arrives en disant que tu possèdes les bons skills qui vont lui permettre de travailler avec toi, bah là tu le rassures tout de suite. Et ça sert à rien d'aller chercher des clients qui finalement vont pas travailler avec toi. Parce que le mec, si lui il cherche un développeur spécialisé en IA, quand il va tomber sur ton portfolio, il va juste partir.
Et c'est très bien pour toi, parce que toi, tu n'auras pas perdu de temps avec quelqu'un qui recherchait pas ton profil. Toi, tu cherches à prendre la personne qui te cherche finalement, et tu cherches à la séduire pour favoriser le contact, parce que ton objectif, c'est de transformer la visite en un call que tu vas pouvoir passer avec lui pour te présenter et lui définir que tu es la bonne personne pour travailler avec toi. Et c'est là où tu vas pouvoir lui parler de tes projets, tu vas pouvoir lui parler de tes compétences, et c'est là où il doit retrouver à l'intérieur des informations que tu as mis dans ton portfolio. Donc moi, je pense qu'à ta place, j'axerais beaucoup plus mon discours sur des skills personnels qui vont marquer de plein fouet le recruteur. J'en place une, parce que je parle beaucoup, mais j'en place une qui est vraiment importante, c'est qu'il ne faut pas oublier que les recruteurs, ils ont de l'expérience dans le recrutement. Et quand je dis de l'expérience, c'est de la mauvaise expérience. C'est-à-dire que les gens, souvent, ils vont te recruter toi, donc ils vont t'appeler sur Malte, par exemple, ils vont dire « Salut Emmanuel, on serait intéressé par ton profil parce qu'on a besoin d'un nouveau développeur ». Souvent, un nouveau développeur, ça se résume à « on a perdu un développeur ou celui qu'on avait recruté il y a 3 semaines avant, il faisait pas l'affaire ». Donc toi, tu sais pas tout ça. Toi, t'arrives, tu dis « Ok, je vais travailler avec eux », mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Et souvent, il y a aussi des développeurs qui se sont ratés, qui n'ont pas réussi à intégrer l'équipe correctement. Donc forcément, le recruteur, quand il va arriver sur ton profil, il y a des petites choses qu'il va commencer à chercher à aller tu vois, qu'il va commencer à chercher à distinguer en fait. Il va commencer à voir si t'as pas les défauts des autres, ceux qui sont partis, qui n'ont pas fait l'affaire. C'est très important pour lui. Ouais, donc si toi tu mets en avant des valeurs humaines, tu marques forcément des points. Alors de toute façon, faut en parler de ta stack technique, parce qu'on a dit que tu allais te spécialiser. De toute façon, t'en parles un peu plus bas. Mais je pense qu'ici, il y a peut-être une carte à jouer à ce niveau-là. J'ai compris. Après, j'avais une question, parce que comme par exemple, toi tu m'as dit que tu as une forte appétence pour tout ce qui est design, et tu es très bon dans l'UI UX, tu vois. Et tu m'as dit que c'était quand même important de le mettre en avant. Alors, je me demande, est-ce que le fait que j'ai quelques notions dans le back-end, alors c'est vrai que je suis pas un développeur back-end chevronné, mais est-ce que ça peut aider, tu vois, parce que je sais pas, peut-être que ça a l'avantage d'avoir un développeur front-end qui a des notions dans les bases de données, dans les API. À fond, c'est un petit peu comme si, par exemple, si tu étais en reconversion professionnelle, je prends un exemple qui est concret, et que juste avant de devenir développeur, tu avais travaillé dans un secteur bancaire. Eh ben, le fait de dire je suis en reconversion professionnelle, c'est pas suffisant. Par contre, si tu commences à dire je suis en reconversion professionnelle, j'ai travaillé 10 ans dans un secteur bancaire et aujourd'hui je suis spécialisé en développement, notamment dans le secteur bancaire, t'apportes une valeur ajoutée de malade par rapport à quelqu'un qui a juste fait une reconversion professionnelle. Parce que finalement, tu vas apporter à ton client en plus une expertise dans le code métier, en fait, dans le métier de l'utilisateur. Donc si tu vas travailler sur une plateforme comme Stripe, par exemple, tu vas développer des fonctionnalités, eux, ils vont tout de suite être attirés par le fait que tu aies justement des notions bancaires. Et donc le fait de dire par exemple, voilà, j'ai un niveau de bac qui est à ce niveau-là par exemple, alors je suis pas back-end mais j'ai un niveau de bac à ce niveau-là, comme moi je pourrais être un bon web designer, bon infographiste dans le passé, etc. Ça a une valeur méga ajoutée parce que ça veut dire que quand tu vas communiquer avec la partie back, eh ben on va savoir que tout de suite on va se dire ok, lui il va déjà avoir les notions, il va être capable de s'exprimer parce qu'il connaît le métier, il connaît la difficulté, il sait ce qu'il y a derrière, donc il aura une meilleure approche avec l'équipe, etc. Et donc forcément ça favorise à fond, donc ça il faut surtout pas hésiter, bien sûr. Ah, d'accord, donc ce serait bien de le mettre en valeur, mais peut-être pas dans ces petites cartes là. Ben, moi j'ai l'habitude de dire que c'est une casquette. Tu sais, je dis souvent moi j'ai double casquette, tu vois, en mythe et tout ça. Et je dis voilà, moi j'ai casquette ça, j'ai casquette ça. Et ça permet aux gens de dire voilà, le gars il est compétent là-dedans, voilà. Mais par contre t'es pas développeur back-end et de toute façon on va pas te recruter pour ça. Par contre un développeur qui cherche un full stack, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé même en recrutement d'ailleurs, lui il sera capable que tu fais du Node.js et que du coup tu as une approche et qu'il pourra te demander des choses et que toi tu pourras peut-être évoluer dans cet univers, tu vois. Donc c'est super important, bien sûr, faut en parler, c'est clair. Hein. Mais ce que je disais ici, c'est que peut-être ça valait le coup d'être sur des compétences plus humaines, plus que techniques, même si de toute façon, technique, il va falloir que tu en parles à un moment donné dans ton projet, donc que tu le mettes ici ou que tu le mettes plus bas, finalement, ça a peu d'importance. Après, il faut voir sur quoi tu axes, parce que comme en premier, tu as axé sur ta stack technique, en deuxième, tu axes sur des compétences humaines. Moi, je trouve que ça a beaucoup de valeur de faire ça. Et puis après, tu peux détailler un peu plus bas, on va en parler dans tes compétences, ton expérience, et là, tu peux apporter d'autres choses. J'ai compris. Moi, j'ai un petit... peut-être une petite recommandation à faire sur l'animation, tu vois, quand je la survole, tu vois, au niveau des cartes, là, le petit côté 3D, c'est super bien fait, mais il y a un truc qui me dérange, c'est quand je mets ma souris dessus,
il apparaît tout de suite, tu vois, il n'y a pas d'animation progressive sur l'entrée en fait de l'animation. Moi je mettrais ça parce que tu vois c'est toujours pareil, c'est des choses sur lesquelles ils sont hyper sensibles les recruteurs, surtout ceux qui ont besoin surtout ceux qui savent où ils vont te mettre après sur la mission, parce que des fois il y a des clients qui vont te demander de faire un projet de A à Z, qui veulent juste que tu les accompagnes, qui veulent juste que tu leur fasses confiance. Bon, ceux-là tu leur communiques mal ce genre d'informations, mais par contre quelqu'un qui a un peu plus de recul, il va se dire tiens, il a pas remarqué que c'était pas très joli et que c'était un peu chiant à utiliser ou pas très beau ou que c'était pas droit, tu vois, là il a pas remarqué que c'était un peu décalé. Ça me dérange parce que moi je l'ai remarqué et j'ai pas envie de lui faire remarquer tout le temps pendant le projet. Et encore une fois, ils vont se mettre en porte-à-faux par rapport à ce qu'ils ont déjà vécu, et peut-être qu'ils ont déjà vécu des scènes avec... moi c'est le cas, hein, je te le dis, c'est vraiment... j'ai déjà rencontré ce cas de figure où j'avais des clients qui me disaient « Ah mais avec toi c'est tellement mieux, c'est tellement plus simple parce que les développeurs qui étaient avant, dès qu'on leur demandait un truc c'était chiant, fallait nanani. » Et donc tu vois, si tu arrives comme ça avec une bonne approche et que c'est propre, tu marques toujours des points. Donc ici tu vois par exemple le fait que ce soit saccadé, moi ça me dérange, donc je te fais le feedback. Est-ce que toi par exemple ça te pose un problème, est-ce que ça te gêne ou est-ce que tu te dis non c'est cool? Non, ça me gêne un peu. Après, ça veut dire j'y porte pas trop d'importance parce que en fait, tu vois, je me dis, mais t'as raison que ça peut me jouer des tours, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je modifie ce côté-là. Là. Voilà, c'était peut-être un truc qui était en natif dans le template, tu vois. Mais le fait que ton œil t'ait dit, tiens, c'est un peu brutal, tu vois. Prends direct le temps de le faire, mais hésite même pas 0 seconde. Prends direct le temps de le faire parce qu'en fait, ton portfolio, il doit pas être techniquement complexe. Ça sert à rien, on est sur un portfolio, d'accord, tu vas pas faire une application web, donc tu vas difficilement pouvoir montrer tes preuves, tu vois, sur un truc comme ça. Mais par contre, tous les petits aspects, les micro-détails, etc., ça, faut les faire à fond. Ouais, je vois. Donc n'hésite pas à prendre le temps juste de corriger cette animation pour qu'en entrée, on ait un truc un peu plus fluide et que ce soit pas saccadé comme ça. Parce qu'après, le reste, c'est nickel et en plus, ça apporte un peu de valeur. Donc c'est plutôt cool de voir que tu es capable de faire des trucs comme ça. Donc là, à ce niveau-là, c'est 100 sur 100. Il faut juste corriger le petit détail d'entrée. Comme ça, tu montres que tu as le souci du détail, tu as le regard, etc. Je vois. Okay. Je vois. Ouais, super. Après, on a la partie mes compétences, là, expérience. Ici, c'est une partie qui est intéressante, mais qui je trouve qu'il prend beaucoup de place. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est vrai qu'elle prend de la place. Le fait d'avoir représenté ça comme un timeline. Ouais. Enfin, en fait, c'est un peu pour qu'on suive mon évolution, quoi. Mais parce qu'après, je vais plus loin. J'ai une section projet où là, il y a on va dire plusieurs projets avec des descriptions. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les portfolios, cette timeline là avec des je crois même que tu l'avais fait toi dans ton site, non? Une timeline, non? J'ai une timeline, ça me dit rien. Ah non, c'est pas d'accord. Non, en tout cas, c'est un truc que j'ai déjà vu dans plusieurs sites. Toi, tu penses que c'est pas forcément la meilleure chose à faire? Alors, moi à ta place, qu'est-ce que je ferais? Je me poserais la question de la valeur que ça ajoute. L'une des premières choses qui me saute aux yeux, qui apporte, c'est le côté technique. C'est-à-dire que moi, je vois que tu fais ça, je me dis, bon, le gars, c'est pas Joel Clodo, tu vois, il maîtrise quand même pas mal, tu vois, ce qu'il fait, quoi, donc c'est plutôt cool. Est-ce que c'est beau? Oui, je trouve ça vraiment super joli. Après, est-ce que ça prend de la place? Oui, je trouve que ça prend beaucoup de place. Après, est-ce que ça apporte beaucoup de valeur? Ou est-ce que ça dessert? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Et si, par exemple, je regarde, tu as travaillé en avril 2022. Alors, je sais pas pourquoi tu as mis présent. Peut-être un oubli ou je sais pas. Non, c'est que je travaille encore dessus, ça veut dire que j'ai une maintenance dessus, quoi. Ah, tu commences à... D'accord, ok. Déjà, c'est pas très clair. Mais tu vois, le fait de dire, voilà, j'ai travaillé en 2022 sur ça, donc développeur Electron, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Et puis après, en avril 2023. Par contre, là, c'est avril à août. Et puis après, on voit mars 2023. Donc, on se dit, tiens, il y a des temps morts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Avril, mai, juin, juillet, août. Après, on se dit septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Tu vois, on essaie de calculer comme ça et on se rend compte que y a des temps morts, il y a des trucs comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va se dire forcément? On va se dire peut-être que finalement, moi, quand je regarde ton expérience, finalement, c'est marrant, j'avais même pas vu, il y a le projet qu'on a fait ensemble. Ouais.
quand je regarde ton expérience, finalement, je me dis, bon, bah, il a fait 1 projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets. C'est la première chose qui me vient en tête. Donc là, tout de suite, je me dis, ok, donc pas expérimenté du tout. Tu comprends? Après, c'est pas forcément des projets, excuse-moi, c'est plutôt, par exemple, le développeur Strapi, là, j'ai travaillé peut-être 4 ou 5 projets, tu vois, sur Strapi, là. Ouais, c'est pour ça que tu dis de avril à août. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est des projets c'est des projets clients, donc en plus, ils n'ont pas été terminés, ça veut dire que c'est des projets qui sont même pas encore, certains qui sont même pas encore, tu vois, livrés. Donc du coup, tu vois, c'était une façon de mettre ça en valeur. C'est quelque chose que je pouvais pas ajouter dans la prochaine section, la section projet. Dans tes projets réels, quoi. Donc voilà, c'est un peu pour montrer un peu avec des petites lignes comme ça, on peut comprendre un peu ce que j'ai pu faire. Après, j'entends la remarque sur les dates là. C'est vrai que c'est un petit peu le bazar. Ouais, peut-être finalement. Ça donne une approche. Finalement, peut-être que la compréhension que j'ai eue est pas bonne, mais peut-être que c'est celle qu'on comprend quand on parcourt le projet. Donc, peut-être que le fait de mettre avril 2022, etc., bah, peut-être c'est ça en fait qui va pas. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir ça, tu pourrais mettre, je te dis n'importe quoi, hein, mais par exemple, à côté de développeur Electron, plutôt que de mettre avril 2022, tu pourrais dire j'apprends le HTML, le CSS. Ensuite, en étape 2, tu pourrais mettre j'apprends à utiliser React en projet numéro 3. Et tu vois, comme ça, on voit les tâches. Je te dis n'importe quoi, mais tu as compris. Oui, j'ai compris. C'est plutôt qu'on soit dans un rapport. Ouais, c'est plus qu'on ait l'impression de voir une timeline de ton parcours plutôt que de voir une représentation graphique de ce que tu aurais pu faire. Parce que finalement, la première chose qui vient en tête, c'est que du coup, tu n'as pas beaucoup d'expérience. Alors qu'en plus de ça, à l'intérieur, il y a des projets que tu n'as même pas mis parce qu'en fait, ils sont plus bas. Mais en tout cas, du coup, j'ai l'impression qu'en fait, on perd de la valeur. Peut-être que c'est juste la date et qu'il faudrait peut-être corriger ça et avoir peut-être une approche un peu plus raisonnée sur le parcours et moins sur une durée. C'est peut-être le fait d'avoir fait une timeline avec des dates. Peut-être je pourrais faire une cohérence de dates. Je pourrais un peu tricher sur les dates, je sais pas, pour que ce soit plus cohérent. Mais ouais. Mais après, quand même, pour moi, c'était important de montrer avec ces projets-là que c'est tous des projets que j'ai eu avec des clients, des vrais clients, tu vois. Donc là, développeur Electron, c'était avec un vrai client. Strapi, c'était avec plusieurs clients. Le développeur full stack aussi là, c'était avec tu vois, après dans les projets il y en a que tu verras, il y en a que c'est des projets personnels, il y en a que c'est des extensions, il y a des trucs comme ça, tu vois. Et donc pour moi c'était important genre de prouver un peu, tu vois, qu'il y a eu une approche avec des clients, il y a quelque chose de concret déjà qui s'est passé, tu vois. Ouais, ben justement, c'est pour ça, c'est que du coup, la première chose que vont se dire les recruteurs, c'est pourquoi il n'a pas travaillé de temps à temps. Ouais, c'est ça. C'est les dates qui posent problème, tu dis. Ouais, c'est les dates, je pense. Parce qu'en fait, ça fait peur aux clients. Je te dis ça, mais c'est un retour d'expérience que j'ai eu. C'est un client qui m'a dit ah bah tiens. Donc en plus il m'avait déjà recruté, mais justement ça m'a frappé parce que ça montrait qu'en fait c'est quelque chose qui était resté dans sa tête et il m'avait dit un petit peu après, une fois que j'étais sur la mission, et il m'avait demandé justement pourquoi il y avait eu un trou sur mon donc c'était sur Malte en fait, sur mon expérience Malte, et je lui avais dit mais en fait non, il n'y a pas eu de trou, c'est juste que j'ai pas eu le temps de compléter en fait, je travaille en permanence et j'ai pas le temps de mettre à jour mon portfolio, les trucs comme ça, c'était vraiment juste ça. Et ben lui, si tu veux, ça l'avait impacté. Il s'était dit, est-ce que je le contacte, est-ce que je le contacte pas, parce que c'est un coup, s'il a pas travaillé pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, c'est peut-être que, tu vois, il y a un souci, etc. Pareil, si tu mets des missions où si tu fais une timeline, il faut faire attention, en fait, c'est ça que je voulais te dire. C'est que si tu fais une timeline où tu mets tes missions, si par exemple tu as fait 10 missions et qu'à chaque fois tu as travaillé 1 mois, bah lui, il va être susceptible de se dire, attends, pourquoi à chaque fois il part de la mission au bout d'un mois? Parce que tu sais, des développeurs, enfin moi par exemple, là je suis en mission depuis bientôt 1 an et demi, on est en train de reconduire la mission, on sait pas trop où on va, mais c'est un coup, on va repartir sur une année, tu vois, c'est des missions super longues. Donc du coup, tu te dis, mais si le mec il fait que 1 mois dans les entreprises, est-ce que c'est pas un signal? Tu vois, et c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Et encore une fois, moi je t'invite en fait à réfléchir comme un recruteur. C'est ça qui est important, c'est ce qu'on fait justement dans cette vidéo là. C'est justement avoir une approche recruteur pour éviter de se desservir. Et le fait de mettre une timeline, c'est dangereux.
Moi, par exemple, si je commençais à mettre une timeline, je mettrais que je suis travaillé en 2020 avec un projet et je mettrais qu'en 2023, je suis passé à un autre projet et qu'en fait, j'ai travaillé de 2020 à 2023. Là, par contre, ça m'apporterait énormément de valeur parce que le client, derrière, se dirait « Ok, c'est un développeur qui est capable de rester longtemps sur une mission, donc ça veut dire qu'on lui a fait confiance. » Et puis plus bas, on verrait les projets et on verrait ce que j'ai fait en 2023 et on irait voir le projet et on se dirait « Ah ouais, le projet était gros. Ok, donc il a travaillé avec eux et on recollerait les morceaux. » Tu comprends ? J'ai compris. Donc peut-être que faut faire attention, surtout à un stade où tu es, alors pas junior, mais un stade où tu démarres. Ça veut forcément dire qu'il te manque des expériences, qu'il y a des trous dans ton truc. Et peut-être que mettre en avant ça, c'est pas forcément la meilleure approche. Je comprends complètement l'approche que tu as eue, mais peut-être qu'il faudrait, peut-être faire attention de ne pas se desservir avec ça et peut-être apporter quelques petites améliorations, tu vois, comme par exemple juste corriger la date pour essayer de trouver un autre angle, tu vois, mais un angle qui ne te desservirait pas, tu vois, un angle qui ne permettrait pas au recruteur de se dire « Oula, attends ». Il était où celui-là, ouais. Peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Alors ça me fait marrer parce que j'ai vu un post d'un mec que j'aime beaucoup sur LinkedIn qui disait tu sais, quand t'as des trous sur ton CV, tu sais, des fois tu vois, par exemple pour les femmes souvent, tu sais, qui tombent enceintes, qui voient des trous dans le CV et la première chose en recrutement qu'on dit, donc c'est pour ça colle aussi à ça, la première chose qu'on va te dire c'est du coup vous étiez où de 2023 à 2024 ? Et souvent les gens disent, en gros le recruteur ce qui s'attend en disant ça, c'est t'étais sur la plage, tu t'es pris des congés, etc. Et en fait, on s'attend pas à ce que les gens vivent dans leur vie réelle. Donc, quand c'est une femme, elle peut te dire « je suis tombé en congé maternité ». Mais il se marrait avec ça en disant « en fait, mon fils est mort ». Et il s'amusait à faire ça en recrutement. Et en fait, ça mettait un blanc phénoménal. Mais c'est parce qu'en réalité... un mal à l'aise, Bah ouais, tu le tues le mec. Mais si tu veux, ça met en fait en condition les choses. C'est-à-dire que chacun a sa vie. Et si tu veux, si toi t'as décidé même de prendre 1 an de congé sympathique, ça t'appartient en réalité. Tu vois, on n'a même pas à juger là-dessus. Mais ça illustre bien l'approche qu'ont les gens. C'est qu'aussi peut-être t'as arrêté pendant 1 an, t'as eu un vrai problème en fait dans ta vie. Tu vois, c'est juste, ça n'a pas de sens d'en parler pendant la réunion. Ça n'a pas de sens d'en parler pendant le recrutement. C'est juste, voilà. Mais par contre, le recruteur lui, quand il va voir ça va l'inquiéter. Et donc si tu lui donnes des informations, il faut faire attention parce que du coup elles peuvent te desservir, ça peut créer des choses derrière qui vont être négatives pour toi. Donc des fois ça vaut mieux le coup de les enlever, des fois ça vaut mieux le coup de les refactoriser. Là pour moi ici, l'idée c'est simplement de refactoriser un tout petit peu ton approche, peut-être avoir une autre approche un peu différente pour faire un peu plus comprendre. Donc tu vois, peut-être enlever le terme expérience, parce que le terme expérience il a beaucoup de sens ici, hein. Il est en gros écrit noir sur blanc, il a beaucoup de sens, donc expérience juste dessous la date. Moi, j'ai l'impression que c'est ton expérience de avril 2022 à juillet-août 2023, donc le dernier projet qu'on a fait ensemble. Sachant qu'en plus de ça, il y a des fois, c'est marqué présent. Du coup, j'arrive plus à discerner parce que 2022, pour moi, c'est pas le présent. Donc, je me dis, pourquoi là, c'est le présent ? Et tu vois, moi, j'ai pas fait le rapprochement que tu travaillais encore sur ce projet-là. Donc, peut-être tu pourrais dire les plus gros projets qui ont constitué mon expérience. Et là, tu pourrais mettre, celui-là, par exemple, en 2022, lui, il m'a apporté beaucoup parce que j'ai fait ça. Après, en 2023, j'ai fait un autre projet qui m'avait apporté ça. Entre-temps, ça laisse supposer que tu as fait d'autres choses. Mais tu vois, c'est vague, en fait, si tu veux. Mais au moins, tu apportes le message que tu as envie d'apporter, tu vois. C'est-à-dire, ce projet m'a apporté ça comme expérience. Mais après, c'était important aussi pour moi de montrer dans les 2 projets, donc dans celui-là, le développeur Electron, et dans le développeur full stack, ces 2 projets, en fait, que j'assure aussi une maintenabilité, tu vois. Et donc pour moi, c'était important de préciser ça, qu'il y avait aussi un suivi, tu vois. Et pas seulement une livraison d'un produit et après je me barre, tu vois. Dans ces 2 projets-là, je suis le truc, tu vois. Donc c'était un peu ma façon de... Et du coup, ça valait peut-être le coup, plutôt que de mettre avril 2022 présent, peut-être mettre une phrase sur projet personnel sur lequel je travaille actuellement, ou projet qui est... Voilà, c'est vrai que c'était pas super propre ce que je viens de te dire, mais un truc dans cet état d'esprit-là qui laisse penser. Mais du coup, fais attention parce que le titre expérience devrait être changé, je pense, selon moi aussi. Mes compétences expérience, parce que c'est pas là que se fait l'expérience. Au final, l'expérience, moi je trouve qu'elle est plutôt en bas au niveau des projets. Parce que là, il y a une expérience réelle. En plus, il y a des projets clients sur lesquels tu as travaillé. Donc, je pense que là, il y a plus matière à parler d'expérience. Alors que là, c'est plus des choses qui ont marqué ton expérience, justement. Donc, peut-être, il faut juste revoir l'approche. Je vois. Ok. Mais sinon, c'est propre. Hein. Après, je suis moins fan des petits, des petits logos de... je m'attendais à ce que tu allais dire un truc dessus. Là aussi, j'ai repris le design. Sûr. Après, j'ai changé bien sûr parce que ça, je les ai
personnalisé, tu vois, parce que c'était pas exactement les mêmes, tu vois, les mêmes compétences. Mais ouais, ça a un petit côté mignon, mais je peux comprendre que ça, que c'est pas ce qu'il y a. Après, t'as le côté scroll. C'est comme c'est pas fluide. Clac, 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 ça se change. Ouais. Ça laisse supposer d'un bug. Donc, tu vois, ça peut même... Peut-être le mec peut se dire, attends, j'ai peut-être pas le bon comportement, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est pas bien finalisé, tu vois, à ce niveau-là. Mais après il peut s'amuser avec les petites boules aussi, tu vois. Il peut s'amuser à les faire tourner. Ça marche aussi s'il commence à faire ça. Ouais. Voilà, tu vois, ouais, ça j'entends. C'est un risque à prendre. Toi, tu dis que c'est un risque inutile, quoi. Ouais, c'est toujours pareil. Ça. Alors, par contre, indiquer les logos, bah ça moi, je le mets souvent sur mon portfolio, sur mes portfolios parce que c'est hyper important. Ça permet de vite distinguer la stack. Mais là, tu vois, là, je suis en train de jouer avec les boules. Tu regarderas la vidéo une fois qu'on l'aura mis sur YouTube. Ouais. Mais c'est assez drôle parce qu'il y a un moment donné, en fait, pour remettre le logo correctement, bah, c'est presque mission impossible. Et puis, en plus, tu as tué le design. Donc, ça veut dire que le mec, potentiellement, il va tuer ton approche et il va se retrouver avec un truc. Voilà. Donc, peut-être revoir l'approche. Un petit encart, ne touchez pas. Par contre, ne touchez surtout pas. Ouais. Voilà. Non, mais voilà, tu vois, essayer de voir si, par exemple, le fait de mettre ta stack technique, bah, peut-être tu peux avoir une meilleure approche pour identifier vraiment ta stack de prédilection. Peut-être ça vaut le coup d'avoir à ce niveau-là, encore une fois, un petit titre, un petit sous-titre et une petite description pour dire que ça, c'est vraiment ton domaine d'expertise et rassurer la personne. Rassurer la personne en lui disant que voilà, ça fait 3 ans que tu travailles sur React, que tu as à peu près 4-5 projets réussis avec des clients réels sur React, etc. Que tu maîtrises super bien cette stack et que tu es le bon partenaire pour travailler avec toi, tu vois. Mais encore une fois, prends le temps de te vendre en réalité parce que juste afficher tes logos, peut-être ça peut... du coup, peut-être tu transformes pas assez en fait ton utilisateur. Peut-être que lui, il a envie d'en savoir plus. Après, il faut savoir que 100% des développeurs qui font un portfolio mettent une liste de leur stack sous forme de logo. Donc finalement, ça apporte de moins en moins de valeur possible parce que comme tout le monde a la même chose, finalement, on se dit, bon, est-ce qu'il y a vraiment de la valeur à regarder ça ou pas, tu vois. Et peut-être que ça, encore une fois, tu peux le transformer parce que ta stack de prédilection, c'est celle qui va faire que tu vas remporter le contrat à 90% des cas, quoi. Ouais, parce que si tu travailles sur du Vue alors qu'on voit pas que toi tu travailles sur si le recruteur a besoin de travailler sur du Vue.js et que toi tu es vraiment sur des stacks différentes, je pense qu'il prendra pas le temps de te contacter. Ouais, je vois. Donc du coup ça a son importance, donc il vaut mieux, tu vois, insister un petit peu plus. Ouais. Ok. Après moi il y a les projets sur lesquels là par contre j'ai rien à dire. Je vois qu'en plus il y a le petit projet ABMI sur lequel je t'ai fait bosser. Donc c'est bien un refond du site web ABMI Engineering comprenant un grand nombre de pages en anglais et en français. Un système de design a été créé en se basant... Alors tu as peut-être dû mettre Design System. A été créé en se basant sur le site existant puis migré vers Next.js et TypeScript. Donc là tu pourrais peut-être parler de Gatsby en fait, que le projet était sous forme de Gatsby.js et qu'on a essayé de le refactoriser vers Next, ça tu peux en parler. En parallèle de cette migration, un back-office personnalisé a été intégré pour faciliter la rédaction d'articles, etc. Ces articles peuvent désormais être publiés sur le site de manière fluide, etc., offrant ainsi une solution complète. Ça c'est bien parce que ça permet de bien avoir le panel de ce que tu es capable de faire. Si un jour tu as l'occasion, vraiment juste si tu as l'occasion, mais dans un format différent du MVP ici en fait, parce que là aujourd'hui ce que tu fais là tu peux le personnaliser et le lancer largement comme ça, mais par contre derrière si tu as envie de lui apporter un petit peu plus de fonctionnalité, fais un lien cliquable vers une nouvelle route en fonction du projet et puis tu vas chercher à décrire peut-être un petit peu plus en profondeur le projet en insistant sur que des points qui vont avoir besoin d'être utilisés chez eux en fait. Le fait tu vas vraiment de détailler avec encore plus de précision ce que tu as vraiment mis en place à l'intérieur parce que tu as fait des trucs de dingue sur ce projet et on le voit pas quand on lit ton descriptif. Ouais, alors, évidemment, en fait, tu pourrais pas tout dire. Il y a toujours ce petit dilemme de est-ce que je raconte ma vie, mais après je perds l'attraction, on va dire. Si je mettais des textes trop longs, je sais pas si tu as remarqué, j'ai essayé en fait de faire que les textes, ils ont à peu près tous la même taille. Ouais, tu vois, parce qu'en plus c'est dégueulasse, sinon les cartes après ressemblent plus à rien, t'en as une qui a un espace vide. Exactement, elles sont dégueulasses. Et je me suis aidé, pour le texte, je me suis beaucoup aidé de ChatGPT, tu vois. Alors bon, j'ai repris, mais en tout cas, tu vois, ça m'a aidé, tu vois, quand même. Après, mais en fait, t'as raison. Ouais.
Donc en fait, non, j'ai pas de honte à dire ça parce que. T'as une bonne approche. Ouais, parce que franchement, si on est développeur, autant utiliser les outils, tu vois. Mais attends, si on parle de ChatGPT, c'est mon assistant personnel depuis qu'il existe le truc. Mais non, mais c'est génial ChatGPT, surtout pour synthétiser des trucs. Mais je te rejoins à 100%. Puis en plus de ça, toi, l'approche que tu vas avoir sera forcément moins compréhensible que ce que lui va te pondre. Donc tu as bien raison de l'utiliser. Par contre, ce que tu disais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, tu as une synthétisation du projet. Parce que de toute façon, le recruteur va pas cliquer sur tous les projets. Donc lui, il va regarder un petit peu celui qui ressemble plus ou moins à ce qu'il va te demander de faire. Encore une fois, c'est vraiment l'axe qu'il va avoir. Et puis à partir d'ici, quand il va voir un petit peu ce que tu as fait, peut-être qu'il va avoir envie d'en savoir plus. Mais dans tous les cas, il y a deux choses à distinguer. S'il n'a pas besoin de lire, il cliquera pas, il lira pas. Mais toi, tu l'auras mis en place. En plus de ça, ça t'apporte un aspect un peu plus technique, ça montre que tu es capable de gérer des routes, parce qu'ici on est sur une one page en fait, on n'a pas de route. Exactement. Donc ça peut lui montrer que tu es capable de créer des routes, même si c'est le b.a.-ba du développeur. Mais dans le principe, ça peut lui montrer que tu maîtrises ce genre de choses. Deuxième point positif, ça peut faire du référencement, c'est-à-dire que derrière, peut-être ton profil de portfolio sera un peu mieux référencé, parce que derrière, tu as du langage technique. Mais ne néglige pas le recruteur qui se dit, bon ok, le mime, bon c'est pas un projet qui m'intéresse. Par contre, ABME Engineering, c'est fatalement ce que je vais lui demander de faire, c'est-à-dire créer une landing page, créer un système de blog à l'intérieur, un back-office. Donc ça veut dire qu'il sait gérer les espaces, etc. Si là, il a envie d'en savoir plus, il n'a pas la possibilité, tu vois. Donc, c'est pas grave, fais-le, mais par contre, fais-le dans une route secondaire ou même une modale. Tu pourrais très bien faire une modale, tu vois, t'es même pas obligé de faire une route secondaire, je te donne des feedbacks comme ça, mais en réalité, tu fais ce que tu veux. Mais tu pourrais juste développer une modale dans laquelle tu donnes un petit peu plus d'argumentaire, un argumentaire qui est un peu plus scindé. Voilà précisément les tâches qui m'ont été demandées et celles que j'ai transformées. Voilà à tel niveau, on m'a demandé ça, j'ai proposé ça, et finalement, ça a été retenu. Ça montre que tes forces de proposition, que des valeurs qu'on a besoin d'entendre en réalité. Et là, tu te vends un maximum. Alors, si c'est pas consulté, je te l'accorde. Par contre, tu pourris pas ton interface. Et en plus de ça, tu apportes un peu plus de wording, un peu plus de technicité pour les gens qui en auraient besoin. Mais je pense que tu n'as rien à y perdre de faire ça. Je vois. Juste que tu avais fait attention qu'il y avait un petit lien cliquable là sur le site. Ouais, par contre, j'ai vu, tu as la possibilité d'aller sur le projet. Ça, c'est hyper important parce que sinon, ça suffit pas, juste une capture écran. Donc, ouais, par contre, j'ai vu qu'on pouvait lire le projet. J'ai même vu que tu avais mis du GitHub, etc. Pas de souci. Alors voilà, il y a certains qui sont privés, donc il n'y a pas de GitHub, mais sur ceux qui sont open source, voilà, donc là, il y a un GitHub. Tu vois, par exemple, sur Mime, il y a un GitHub. Voilà. Donc toi, tu me dis, en fait, dans l'idée, c'est bien, mais juste, ce serait bien d'apporter plus de contexte, ou bien dans une autre page, ou bien avec une modale, ou n'importe. Exactement. De développer un peu plus ce projet, quoi. Bien sûr. En fait, tu verras que le recrutement, il se passe en 3 étapes. Première étape, c'est une étape que tu contrôles pas. C'est pour ça que j'insiste. C'est pour ça que je vais faire du contenu moi sur ma chaîne sur ça, parce que ça a une valeur tellement importante. C'est souvent les gens pensent qu'ils sont pas recrutés parce qu'ils sont pas bons au niveau du code, alors qu'en fait on les contacte pas parce qu'en fait ils savent pas se vendre, ils savent pas se mettre en avant et que du coup on les consulte juste pas. Et c'est important parce qu'en fait il y a plusieurs étapes au recrutement. Il y a déjà le recruteur va chercher ou l'entreprise va chercher des développeurs qui correspondent à ce qu'ils ont besoin de recruter. Une fois qu'on t'a trouvé, on va regarder, il va falloir que tu me séduises. Il va falloir que moi, la personne, parce que tu vas pas séduire toute l'entreprise, tu vas pas séduire le lead développeur du projet. C'est un coup, tu vas juste séduire la personne qui est en charge du recrutement. C'est un coup, ça peut être une RH, c'est un coup, ça peut être le chef de projet, c'est un coup, ça peut être un développeur, tu vois, ça peut être n'importe qui. Mais il va falloir que tu séduises la personne pour qu'elle se dise Emmanuel, il a pas mal de compétences qu'on a besoin, j'aime sa touche, j'aime ses skills, je vais le contacter. À partir du moment où il t'a consulté, il va y avoir une partie technique. Alors ça se fait pas toujours en test technique, hein. Tu sais, des fois on entend des trucs de fou, que les mecs ils font des tests. Moi, 99% des recrutements que je fais, personne me fait faire de tests. Hein. Ah ouais. Mais par contre, tu parles... Ah ouais, bah oui. Par contre, après tu parles avec des développeurs. Donc on va te conseiller, on va t'expliquer. Il y en a qui vont te montrer du code en réunion. Il y en a qui vont te dire, qui vont te piéger. Hein. Il y en a qui vont te dire, qu'est-ce que c'est pour toi un code propre, comment est-ce que tu utiliserais une API. Ils vont voir si tu as l'habitude d'adopter des modèles vue container, etc. On va voir un peu ton approche, etc. Mais ce qu'il faut encore une fois te dire, c'est que tu te rends compte s'il fallait qu'à chaque fois qu'on recrute quelqu'un, on aille checker les projets perso de tout le monde, qu'on aille regarder le code, tirer le repository. Franchement, c'est super chiant pour eux, tu vois. Ils ont pas que ça à faire, tu vois. Vraiment, ils en ont marre de ça. Mais, à partir du moment où on t'a consulté, que tu es rentré en réunion,
des fois, tu vas rentrer sur la première réunion, il y aura à la fois le chef de projet qui, lui, a besoin de savoir si tu es un bon développeur, un bon communicant, si tu es quelqu'un de sympa, si tu es quelqu'un de généreux ou si tu es une rockstar, tu sais, un dev rockstar à qui on peut rien dire parce que monsieur est susceptible en permanence, tu vois, il y en a plein des mecs comme ça. Ouais. Bah, si tu es ce genre de mec, lui, il va l'identifier. Par contre, à côté, il y a tout le temps un responsable technique, le leader du projet en général. Tu vois, il peut y avoir plusieurs développeurs, il peut y avoir juste le back-end parce que tu es le seul front-end qui va venir relayer sur le service, mais il peut aussi y avoir une équipe de plusieurs développeurs front-end. Et dans ce cas-là, tu vas avoir souvent le lead dev ou celui qui est disponible en ce moment et qui va te poser des questions pour voir ton approche, pour voir si quand tu vas arriver sur le projet, ça va être galère de te driver dessus. Et donc, ça va plus se passer comme ça. Et à ce niveau-là, en général, ce qui va se passer, c'est que dès lors que le recruteur va se dire, bon, on sélectionne Manu, en tout cas, parce qu'on va en voir plusieurs, tu vois. Mais ouais. Emmanuel, on veut le voir. Eh ben, en général, il va donner ton lien à d'autres gens de la boîte. Et il y a d'autres développeurs, et ça peut être là, à ce moment-là, les gens un peu plus tech, qui vont venir sur ton portfolio. Mais là, c'est plus du tout une approche je suis bon commercial et je me vends auprès d'un bon recruteur. Là, c'est plutôt une approche technique. C'est-à-dire que là, le mec, il va vouloir voir si tout ce que tu dis, c'est plus ou moins vrai et validé. Parce que tu peux dire que tu es un super développeur React et être très nul, tu vois. Et ben, c'est là qu'il va l'examiner. Donc, si tu lui laisses la possibilité à lui, par exemple, en tant que technique, de revenir sur ton profil à un stade un peu plus avancé pour voir un petit peu si la technicité est au rendez-vous, lui, il va pouvoir venir regarder et puis ensuite checker son chef de projet et lui dire bon bah en plus de ça, Emmanuel il a l'air d'être carré. J'ai vu qu'il faisait ça. Nous, on fait un peu pareil. Donc déjà, quand on va lui dire qu'on fait la même chose, ce sera pas trop dépaysé. Il a déjà touché. On sait, parce qu'il a déjà fait un projet. Et tu vois, c'est hyper important. Faut pas le négliger du tout, tu vois. Donc ça sert à rien de se dire je vais pas plus loin parce qu'on le fera pas. Il y a des gens qui vont l'utiliser, d'autres qui l'utiliseront pas, qui vont juste se fier à ce que tu dis. Il y a des gens qui vont avoir besoin de te faire passer des tests techniques. Voilà, c'est vraiment différent pour tout le monde. Mais plus tu vas donner de technicité dans ton portfolio, plus on va être capable de le voir, et mieux ce sera. Donc n'hésite pas à le faire. Donc n'hésite pas après remplir un peu plus tes cards pour que quand on développe une modale, par exemple, on ait des informations un peu techniques pour qu'on soit sûr que voilà, tu maîtrises. Par exemple, le fait d'être capable de faire fonctionner un système de traduction, c'est pas pareil que d'être capable de dire bah moi j'ai déjà utilisé un système de traduction. Parce que si tu arrives sur un projet où c'est déjà en place et tu as juste fait appel à des variables et tu as modifié un fichier JSON, oui, tu as fait de la traduction, mais tu n'es pas à l'origine de ça. Toi, sur ce projet-là, il a fallu que tu migres le système de traduction qui était existant et tu en as fait quelque chose d'autre. Donc ça a une valeur ajoutée de savoir que toi tu es capable de mettre en place une stratégie, que tu as été capable de faire un proof of concept pour dire bah voilà, il y a tel et tel système, on peut avoir telle ou telle approche, quelle est la meilleure, on a discuté ensemble, on a trouvé la meilleure, tu as fait autrement, tu as fait un truc et c'était bien, tu vois, c'est pas la même approche. Donc faut insister là-dessus. Et encore une fois, si personne le lit, tant pis. Mais c'est fait. Ouais, j'ai compris. C'est dit. Ok, très bien. Ok, donc vraiment pas hésiter quand c'est comme ça, même si c'est pas lu, de toute façon il y aura toujours un contexte où quelqu'un va venir s'en occuper. En tout cas, c'est nickel. Bon, je te pose pas la question, mais là il n'y a pas de base de données, on n'est pas, c'est du texte écrit en dur. Ouais, j'ai pas fait avec une base de données, j'avais pas le temps, je me suis dit je dois faire en dur. Après, voilà, c'est dans des fichiers c'est des fichiers locaux, quoi, des traductions, quoi. Dans des JSON, quoi. C'est du JSON, quoi. Tu vois ce que je voulais dire par là? Ce que je voulais dire par là, c'est que si tu arrives, alors je sais, il y en a plein qui vont hurler, mais si tu arrives à avoir une approche, à le mettre dans une base de données, même s'il n'y a strictement aucun intérêt de le faire, ça va te permettre de faire deux choses. C'est là, déjà, on va voir qu'il y a un fonctionnement d'API, on va voir qu'il y a un temps de chargement, ce qui va faire que tu vas pouvoir travailler sur des placeholders, des loadings, des choses comme ça, et ça va beaucoup plus se rapprocher de ce que tu vas faire dans les entreprises juste derrière, parce qu'il y a 0% de chance pour qu'on te demande d'introduire du texte en dur dans une application. Donc du coup, tu marques un point technique supplémentaire. Toi, ça te fait travailler de ton côté. En plus, on a travaillé sur ce projet-là, on a travaillé sur des trucs, donc tu es carrément capable de le faire. C'est juste une question de temps, mais moi, je dirais que tu devrais prendre ce temps dans un temps secondaire. Attention, là, pour l'instant, tu peux le pousser comme ça. D'ailleurs, il faut le pousser le plus vite possible, ton portfolio. Mais dans un temps secondaire où tu vas apporter plus de dynamique, etc., au niveau de ce que tu vas pouvoir retransmettre dans un projet, ça sera encore mieux si tu allais le chercher dans Firebase, par exemple, ou dans la base de données que tu as mis en place sur le projet. Ouais, je vois. T'apporterait encore plus de valeur. Mais comment ça se saurait, quoi, avec le placeholder, quoi? Il faudrait le mentionner. Parce qu'en fait, on verrait que tu as une dynamique de chargement, tu vois.
Quand on arrive sur ce module-là, par exemple, tu pourrais décider d'appeler l'API que quand la personne check ça et pas quand elle lance l'application. Donc dès lors qu'elle arrive ici, qu'elle affiche ce composant, bah, tu lances l'API. À ce moment-là, on va avoir les cards avec, tu sais, un espèce de skeleton qui s'affiche, un préchargement. On se dit, tiens, il y a une réflexion. Encore une fois, un mec de technique, il pourrait regarder dans la console, il pourrait regarder le network. Voilà, j'étais en train de te dire, c'est que ça le problème, on peut le faire. On peut faire un petit temps d'attente. Non, parce que alors là c'est le piège là. Là tu te fais griller direct. Non mais en tout cas moi c'est ce que je ferais, tu vois, j'irais chercher en réalité en fait la synthèse de ce qu'on se dit depuis le début, c'est qu'en fait plus tu vas te rapprocher du produit final de la personne, plus tu vas lui montrer que tu es capable de faire ce qu'elle va avoir, ce qu'elle attend de toi, ce qu'elle va avoir besoin de te faire dans son propre projet, et plus tu marques des points. Donc si tu arrives à faire une petite connexion API avec des petits trucs etc, bah c'est nickel. En plus, c'est rien à faire. C'est rien à faire. T'imagines toi t'as un profil. Bah oui. T'as un profil GitHub par exemple, etc. Bah, plutôt que d'afficher ton nom d'utilisateur, bah, va la chercher avec une API, comme ça il y a une interaction et on sent que tu maîtrises l'appel d'API, tu vois, et comme ça c'est toujours une valeur ajoutée en réalité. Ouais, je vois. Il faut montrer que tu es capable de faire ce que tu vas faire là-bas. Donc si tu le ferais comme ça chez eux, faut absolument que tu le fasses comme ça chez toi. Par contre, faut vraiment sortir du truc, le portfolio, c'est un truc vite fait. J'ai 4 projets, je mets 4 projets et puis je les mets en dur parce qu'il y a que 4 projets. Non, en réalité, t'en affiches que 3. T'affiches les 3 meilleurs. Donc tu vois, avec une... Tu te rappelles, on avait travaillé sur les articles, etc. Tu peux mettre tu vois, une catégorie où tu mets des projets en featured. Bah, t'affiches les 3 en featured. Tu pourrais filtrer pour voir tous les articles. Du coup, tu pourrais avoir une petite pagination, t'en affiches que 3 et tu peux dire load more, comme ça la personne elle load des trucs, elle se dit tiens elle maîtrise ça, tu vois, ça typiquement c'est un truc que je vais lui demander, bam, tu marques tes points direct parce que t'es en train de lui dire, en fait le mec s'en fout limite des projets, il est en train d'utiliser un service qui ressemble à ce que lui il va avoir besoin de faire, donc il se dit s'il est capable de le faire pour lui, il est capable de le faire pour moi. Tu transformes directement le call que tu vas avoir avec lui juste derrière en fait. Juste derrière, tu renforces à chaque utilisation la confiance que tu vas pouvoir avoir. Parce que moi, un développeur qui est capable d'afficher des projets comme ça me dit pas si c'est un bon développeur qui sait utiliser des API, ça me dit pas si il les utilise correctement en fonction d'une architecture, ça me dit pas s'il maîtrise le chargement, s'il y a une erreur d'API, est-ce que l'application elle crache ou est-ce que j'ai juste un message impossible de vous afficher les projets pour l'instant, qu'est-ce qui se passe derrière, tu vois, j'ai pas toutes ces informations et ça, c'est vraiment ce qui compte par contre pour moi, tu vois. J'ai compris. Mais le fait qu'après qu'il rentre sur les projets, il peut se faire une idée, tu vois. Ah ouais ? Ouais, c'est vrai. Il peut se faire une idée aussi des projets. Mais en fait, moi, ce que je te donne comme information, c'est qu'il y a une approche subliminale, en fait, où il va pas se rendre compte, en fait, forcément, mais en le voyant qu'il y a un bon fonctionnement, qu'il y a du chargement, que c'est bien propre. Tu sais, quand tu fais un chargement, des fois, tu as toute la page qui se rétrécit, puis dès qu'il y a le contenu, boum, il y a tout qui se met en forme. Bah, si tu lui montres que tu es capable de gérer, tu vois, par exemple, on a fait la formation Coders Monkey et tout ça, si dans le bouton, ton chargement, en fait, il s'affiche et il déstructure pas ton bouton et ta page, elle part pas dans tous les sens, ça apporte une valeur ajoutée de malade et on s'en rend pas forcément compte, surtout si la personne, elle est pas technique, la personne qui te recrute, elle est pas forcément technique, mais en tout cas elle va se rendre compte que ton produit il est bien à utiliser ou s'il est pas bien. Donc si moi je vais sur un portfolio d'un développeur qui a pas mal de petits problèmes comme ça, je vais me dire ça sera pas le prio, c'est pas celui que je vais contacter en priorité, je vais aller prendre celui qui maîtrise bien telle et telle chose parce que ça signifie qu'il sait le faire et qu'il a déjà conscience qu'il faut pas faire ce genre de choses, etc. Tu vois. Ouais, je vois. C'est une approche en fait, une approche subliminale qui va permettre au mec de te dire que tu es déjà compétent. Si tu arrives à faire 80% du boulot avant le premier call, c'est joué de toute façon en général. Moi en général quand on m'appelle, déjà la première chose que je fais c'est que je me mets dans la peau de celui qui va travailler dessus. En fait, je me dis jamais après, je vais pas être recruté. C'est vrai que ton portfolio c'est un autre niveau quoi. Il est vraiment super complet, il y a des liens dans tous les sens, il y a vraiment une... Tu vois, ça veut dire mon portfolio, il a pas ce niveau-là, quoi. Mais En fait, j'essaie d'avoir l'approche que je suis censé avoir sur un projet. Sur un projet, on va me demander de faire des trucs et j'ai essayé de mettre en place ce genre de choses. Tu vois. En fait, les feedbacks que je te donne, c'est des choses que moi, je mets en place chez moi, quoi. Et encore, le portfolio est très vieux. Je l'ai pas mis en place depuis... je l'ai pas mis en forme depuis longtemps. Je compte le faire, d'ailleurs. Donc, ça sera d'un autre niveau, déjà. Mais, parce que là déjà, il est très convaincant, je trouve. Ouais. Après, moi, je vais essayer d'enlever un petit peu l'aspect Black Hat, tu vois, un peu genre tête de mort et tout. Je vais peut-être gommer un peu cet aspect-là. Mais en tout cas, j'ai plein d'idées pour mon portfolio, mais dans la mesure du possible, je vais rester dans ce schéma où je me vends moi, en fait, en tant que produit, quoi.
Toi, tu t'es inspiré de quelque chose pour ton portfolio? Non, ouais, pareil. Pareil, à l'époque, je m'étais inspiré d'un design existant. Après, je l'ai bien repris. C'est-à-dire que moi, par contre, j'ai pas fait comme toi. Moi, ce que j'ai repris, c'est l'environnement, les couleurs. Et par contre, après, j'ai tout repris moi-même. C'est-à-dire qu'après, par contre, j'ai tout fait en fait. C'est-à-dire que j'ai pas pris un template et je l'ai personnalisé. J'ai pris une idée graphique, c'est-à-dire que vraiment un style visuel que j'aimais. Je savais pas dans quoi partir. Je savais pas si je mettais du rouge, du bleu, du blanc. Je savais pas trop. Donc, je suis parti dans un dark theme et avec un code couleur. Et après, je suis tout de suite parti sur des composants. Et finalement, après, j'ai tout de suite pris en main le projet. J'ai tout de suite fait ce que j'avais envie de faire. Un peu comme si plutôt que de me donner une maquette, tu me donnais une charte graphique. Un code couleur, une ambiance, une iconographie, un logo, tu vois, une espèce d'image de société, mais sans me donner la maquette de but en blanc. Voilà. Et derrière, moi, j'ai fait le projet. C'est ça. Derrière, j'ai fait le projet comme si c'était un vrai site. Plutôt que de vendre le dernier iPhone ou le dernier produit à la mode, c'est moi que je vends. C'est mes compétences, c'est moi en tant que freelance. Il faut que la personne, quand elle sorte de mon projet, elle sache exactement qui je suis, qu'elle ait compris que je pouvais synthétiser qui j'étais, comment je travaillais. Je veux qu'elle ait eu le temps d'avoir confiance en moi suffisamment pour dire « je contacte, je veux voir cette personne ». Ça ne veut pas dire qu'on travaillera ensemble, mais ça veut dire qu'au moins elle se dit « lui, il faut que je le voie. Il faut que j'en sache plus ». Je suis OK avec ça. J'ai envie de perdre plus de temps avec lui parce que je pense que lui, il va m'apporter quelque chose qui, dans mon cadre, dans mon contexte, correspond à ce que je vais lui demander de faire. En vue de tous ses projets, de ce qu'il a pu mettre en place et ce qu'il met en place de lui-même, ça me semble intéressant. Donc si tu as la même approche, forcément, tu marques le même genre de point. Hein, c'est clair. Après, le côté dark mode, j'ai cru comprendre, moi j'adore ça, j'ai cru comprendre que c'était un peu un toc de développeur, quoi, et que les utilisateurs, forcément, ils aiment pas trop. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Moi, je suis complètement raccord avec ça. Par contre, la seule nuance, c'est que le portfolio, c'est le seul endroit où tu as le droit de t'exprimer. Donc moi, c'est pour ça, à côté Black Hat que j'avais fait dans mon portfolio et tout, je l'ai assumé à fond, à 100%. D'ailleurs, ça m'a jamais, en tout cas, porté préjudice parce que les gens qui m'ont consulté, ils sont passés par mon portfolio, ils ont validé, donc j'ai jamais eu de latence tu vois, j'ai toujours eu des missions. Donc, je considère que, voilà, les gens m'ont pas jugé là-dessus, mais c'est intéressant quand même d'avoir la possibilité de donner ton empreinte parce que c'est aussi par là que ça passe, en fait. Tu vois, si par exemple, tu fais un peu d'humour, etc., tu fais un truc déconnant, tu peux faire un truc de ouf. T'as vu le design de Coders Monkey? C'est un truc un peu déconnant, tu vois, c'est pas du tout le délire Black Hat. C'est mon univers, un univers différent. En tout cas, c'est l'univers que je voulais donner moi à la communauté que je suis en train de créer, etc. Donc il y a vraiment tout un truc avec ça, mais c'est des choix. Après, ça correspond à ton identité. Et moi, je suis OK pour que tu aies du dark mode si c'est ton identité. Derrière, de toute façon, le mec qui te recrute, il va pas te demander de faire ça, donc il s'en fout. De toute façon, moi, mon logo, il est un peu dark, tu vois, donc je me suis dit, j'allais pas faire un truc... c'est que ça marche bien, hein. Moi, j'aime bien D'ailleurs, c'est bien que tu aies mis mCoder, parce que si tu t'apparais souvent sur les réseaux en tant que mCoder, c'est bien aussi qu'on sache qui tu es. Mais le fait de mettre ton nom mCoder avec ton logo, c'est super propre. Moi, de toute façon, je considère qu'il faut avoir ta propre identité. En tout cas, moi, je trouve qu'avec un côté dark mode, peut-être que, comme on disait dès le départ, moi, j'ai un effet waouh. Peut-être qu'un recruteur qui a besoin d'un truc un peu moins comme ça, peut-être il aura peut-être pas l'effet waouh. Mais ça veut rien dire. Je pense que tout se vaut, quoi. Après, tu peux faire une version aussi. Hein. Tu peux faire une version où la personne, elle repasse en... Ouais, j'ai pensé à ça, mais après, je me suis dit, déjà, je ship et j'envoie, tu vois. Bah, exactement. Bon réflexe, franchement. Très bon réflexe, je peux rien dire dessus. Il faut que tu lances le truc, puis après, pourquoi pas le faire évoluer. Mais dans tous les cas, personne te jugera sur un truc comme ça, et puis... c'est ton identité, ça. Je pense que c'est propre à toi. C'est pas ce qu'on va regarder en priorité. Faut juste que ce soit pas dégueulasse, quoi. Si ça va pas, tu sais, genre par exemple, si tu utilises du noir un peu moins noir sur du noir et qu'on distingue mal l'UX, tu vois, peut-être on va se dire, putain, il a pas la notion de ici on n'y voit rien, c'est bizarre. Là, tu vas percuter la personne, elle va se dire, je vais peut-être pas le, tu vois. Après, les choix de couleurs que t'as fait, pour moi, ça va, quoi. Ça a moins de valeur. Bah après le témoignage retour client, c'est nickel. La petite planète en bas, c'est très bien. Il faut juste voir que d'ailleurs elle est coupée un peu en deux. Alors elle se coupe en deux, des fois oui, des fois non. C'est un peu aléatoire. Tu vois. Ouais, il faut que c'est le genre de trucs qui sont. Bah alors c'est pas éliminatoire, mais c'est une faute grave. C'est une faute grave parce que en réalité, tu sais, moi à mes clients, je leur dis toujours ça. Les entrepreneurs en général, parce que nous on travaille avec des startups, tu sais, dans le développement en général,
travaille avec des startups, des entrepreneurs qui n'ont pas forcément d'expérience. Des fois, ils en ont beaucoup, mais souvent, ils n'en ont pas assez. Et le problème qu'ils ont, c'est qu'ils cherchent à faire une version de leur produit le plus technique possible. Tu vois, ils oublient qu'il faut faire un MVP, qu'il faut se concentrer sur le minimum. Et l'objectif, c'est de faire le minimum viable product en ayant le maximum de qualité, en fait. C'est-à-dire qu'il faut faire le minimum, mais par contre le faire à la perfection, et c'est ça le MVP en réalité. Et ben toi, c'est ça en fait, tu fais un MVP entre guillemets de ton portfolio, mais il faut qu'il soit fait de manière parfaite, tu vois. Et comme c'est ton boulot, c'est ton job de faire de l'intégration, etc., on peut que se dire, s'il n'est pas suffisamment enthousiaste pour travailler quelques heures de plus sur sa sphère qui tourne et qui est mal découpée, ben, c'est qu'il n'est pas perfectionniste et peut-être c'est pas ce que je recherche. Tu vois, encore une fois, tu peux perdre des points de manière subliminale. Alors si vraiment tu as une galère avec... tu utilises quoi là du coup c'est Three.js là pour faire des animations ouais. Tu fais ça, si vraiment tu sens que tu as un bug là-dessus et que tu n'arrives pas à le résoudre, enlève la sphère et mets autre chose, tu auras plus de valeur. Par contre, si tu sens que tu peux le corriger, corrige-le. Mais dans tous les cas, ne laisse pas le bug sur le projet. Parce que ça, du coup, c'était pas un problème si tu la mettais pas, mais ça devient si tu la mets et qu'elle n'est pas parfaite. Tu vois. Donc il vaut mieux que tu proposes à l'utilisateur, tu vois, une bonne expérience. Ouais. Par contre, c'est vraiment trop stylé. Après, je t'avoue que les petites étoiles et tout sur les côtés, c'est génial, quoi. Ça fait une petite ambiance, tu vois. Ouais, ça fait une méga ambiance, c'est propre. Non, j'aime beaucoup. Après, le formulaire, bon, il fonctionne bien. Après, on a des erreurs qui sont définies. Attends une seconde. J'ai un petit problème de réseau là. Tu m'entends? Ouais. Moi, je t'entends par contre, moi. Ok, je t'entends, je t'ai entendu un peu. Alors, je te disais, en bas, j'ai mis un petit footer vraiment hyper minimaliste, tu vois, avec... ouais, j'ai vu. Avec des logos pour me retrouver, quoi, mes réseaux, quoi. Ouais, ça c'est nickel. Ça, après, c'est propre. De toute façon, l'interface en elle-même, j'aime beaucoup. Ici, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle... Est-ce que tu penses qu'il y a une réelle plus-value avec le système de traduction ou non, pas forcément? Il aurait mieux fallu que je reste un peu sur du français. Pour moi, grosse plus-value, mais du coup, un peu perturbant parce que tu dis pas que tu parles plusieurs langues. Est-ce que tu parles plusieurs langues ou est-ce que tu as juste traduit ton projet? C'est peut-être la question que je pourrais te poser, c'est est-ce que tu parles anglais du coup? Anglais, non, je suis pas un expert, mais ça va, je lis l'anglais, je comprends quoi. Après, je suis pas... Mais bon, on va dire l'anglais dans le monde du développement... Attends, je reformule. Alors je reformule, alors non, parce que moi je suis une quille en anglais et je sais pas, je crois que je vais jamais m'y mettre. Mais je me suis retrouvé sur un projet où les réunions se faisaient en anglais, hein, pour information. Alors c'était pas des réunions développeurs entre développeurs, nous on parlait en français, mais par contre on faisait des réunions avec, enfin c'était un leader européen, enfin c'était un gros projet, et tout le meet se faisait en anglais, c'est-à-dire qu'en fait tous les développeurs assistaient à la réunion pour voir l'acheminement de l'application. Enfin tu vois, il y avait les business managers et tout, il y avait même des business angels. Il fallait intervenir en anglais. Exactement, sauf que nous on n'intervenait pas, heureusement, mais par contre il fallait intervenir si tu intervenais. Et donc c'était en anglais. Donc bref, tout ça pour te dire que la valeur ajoutée en anglais, elle est pauvre si t'as pas vocation de travailler sur des marchés anglais. Donc si tu te retrouves dans une réunion et qu'il faut parler anglais, bah, si t'es pas à l'aise, ben, pour moi il n'y a pas de valeur. Par contre il y a une valeur si tu es capable. Et dans ce cas-là, si tu es capable, il aurait fallu aussi insister sur ce skills et le mettre en avant parce que c'est important. Donc si c'est juste pour traduire, bah là tu montres que tu traduis ton projet, pourquoi pas, mais pourquoi tu traduis ton projet? Pour accueillir un prospect qui n'est pas forcément francophone. Du coup, si quelqu'un t'appelle en anglais pour te dire qu'il y a une application en Suède qui se développe, etc., est-ce que tu es chaud pour partir dessus? Bah, si la valeur est pauvre, si derrière tu dis non, voilà, tu vois ce que je veux dire? Bah, non, ça m'intéresse pas, moi je Non, ça m'est déjà arrivé de... Ouais, mais c'est vrai que non, je pense pas que le niveau vraiment... je parle pas couramment. Après, je comprends, mais c'est vrai que... Ah ouais. Donc voilà, tu vois, le fait de mettre en place un système de traduction, bah, ça montre que tu es capable de le faire, mais ça, tu peux le mettre dans tes skills, tu peux le mettre dans tes projets et du coup, tout le monde comprend. Par contre, le mettre pour toi, faut faire attention parce que du coup, tu vas accueillir une cible qui sera pas forcément la tienne et du coup, bah, peut-être ça a moins de valeur ajoutée en ce sens, quoi, c'est tout. Ouais, je vois. Tu sais, je me mets toujours dans la peau du recruteur, quoi. Le mec qui arrive sur un contenu qui a été référencé en anglais, bah... Ouais, exact. Ouais. Ça peut te perdre.
Ok. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, les animations, la charte graphique, garde tout, ça c'est vraiment génial. Mais comme on l'a dit, bien bosser sur le wording, bien essayer de comprendre que c'est toi le produit et que c'est toi que tu vends et que l'objectif, c'est, tu vois, mets des call to action. Essaie de faire en sorte qu'il y ait toujours un rappel à un moment donné sur « Eh oh, contacte-moi mec, déclenche une réunion ». Tu peux proposer un Google Agenda, tu peux proposer à ce que le mec il prenne rendez-vous directement. Le mec il clique sur un bouton, en 2-3 temps, il a pris rendez-vous avec toi par rapport à ton agenda. Et puis toi, comme ça, tu as un call avec un mec, tu es capable de le voir. Facilite-lui la vie, tu vois. Plus tu vas lui faciliter la vie, plus tu vas mettre des petits call to action, plus tu vas l'inciter à te contacter. Tu comprends? Essaye de ne pas perdre ton utilisateur, essaye toujours de lui proposer des choses, essaye vraiment de te vendre, tu vois, en reprenant un petit peu le wording, en mettant l'accent sur des trucs beaucoup plus importants et surtout, tout le temps en te mettant dans la peau du recruteur qui va consulter ton projet et qui potentiellement aura forcément, faut que tu te dises ça quoi, forcément envie de travailler avec toi quoi. Donc faut que tu lui donnes vraiment envie, tu lui donnes vraiment le maximum pour qu'il te contacte. Mais sinon tu as une très bonne base de travail, hein. J'ai vu des portfolios qui ressemblaient loin de ça à la qualité que tu as proposé. Donc pour une première proposition c'est génial, tu vois. Continue juste pour affiner maintenant chaque élément et mets-toi dans la peau d'un recruteur pour être sûr de le convaincre. Et tu auras beaucoup plus de demandes. Ouais, c'est ça. Il faut revoir un petit peu les textes. Hein. 99% de ce qu'on a dit, c'est que du texte. Après, c'est de l'élément de graphisme qui pouvait être corrigé à droite à gauche, mais c'est tout. Hein. Sinon, c'est plutôt la façon dont tu vas t'exprimer qui va apporter du coup un sens aux gens qui vont te consulter. Ouais, je vois. Okay. Oh, la vie de malade que je t'ai laissé aussi. Tu sais, quand tu le déplies là. Il est bien la vie. J'ai tout donné sur ce commentaire, mais tu vois, en tout cas, c'est que des choses que je pense vraiment hein, de toi et de ce que tu as fait. Donc, il n'y a pas de souci, hein, tu vois, il faut que tu aies confiance en toi et tu vas y arriver, il y a zéro problème. Il ne fait aucun souci. Merci beaucoup, en tout cas. Bon, bah, je te remercie d'avoir participé à cette petite vidéo. J'espère que ça aidera beaucoup de développeurs, tu vois, voilà, pour personnaliser leur portfolio, puis comprendre qu'il y a toute une notion derrière, qu'il ne suffit pas juste de mettre un truc en ligne. Mais en tout cas, ça leur donne déjà une base aussi, j'imagine, d'inspiration et tout ça pour ton projet. Bah, écoute, c'est surtout moi qui te remercie. C'est super sympa, tu vois, d'avoir un avis, tu vois, qui est constructif, tu vois. C'est important, tu vois, on n'a pas forcément ça, tu vois. Et donc, moi, c'est une opportunité, tu vois, le fait que je te parle, que tu me drives sur certaines choses, tu vois, pour moi, c'est une énorme plus-value, tu vois. Ouais. Bah super si tu le vois comme ça. En tout cas, c'est le bon mindset. De toute façon, me fait aucun souci pour toi. Hein. Je pense que tu vas décoller. Dès que tu vas commencer à décrocher des missions longues, là, tu vas décoller. Après, ce sera fini. Donc, c'est cool. Tu es vraiment sur la bonne voie. Donc, continue, t'arrête pas. Hein, continue à coder. Propose encore plus de valeur. Et vois ton portfolio vraiment comme l'axe principal qui va déclencher des calls derrière. Des calls dans lesquels tu vas exceller. Parce qu'il suffira simplement que tu dises que tu es capable de faire telle et telle chose. L'expliquer tranquillement et les gens vont te signer, hein, comme je te l'ai dit, hein, sur les projets en général, tu intègres les projets et puis au bout d'un mois on essaie de voir, après la phase de onboarding, on essaie de voir si tu as les compétences, tu les as pas, tu quittes la mission et tant pis, tu as perdu un petit peu, enfin tu as gagné de l'expérience mais tu as perdu l'occasion de signer plus longtemps, mais derrière tu re-signes d'autres missions, etc. Donc les choses se font au fur et à mesure, tu vois, tu n'as vraiment pas de souci à faire. Si tu as des problèmes au niveau du code, tu le sauras qu'après. L'objectif aujourd'hui c'est de concentrer tous tes efforts sur le fait qu'on t'appelle, parce que c'est d'abord par là que ça passe, il faut d'abord qu'on te contacte, il faut qu'on ait confiance en toi avant de t'avoir consulté. Ensuite, tu fais ta première réunion, il faut toujours que tu inspires cette confiance-là et qu'on se dise on va travailler avec Emmanuel. Et une fois qu'on aura travaillé avec toi, là, il faut que tu sois bon techniquement et tu le seras. Et si tu l'es pas, c'est que c'était pas la bonne mission pour toi. Tu réessayeras une autre mission avec un level légèrement inférieur qui correspond plus à ton level actuel, etc. etc. Et tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir bosser, quoi. Ouais, je vois. Ok, super.
Eh ben, je te dis à bientôt. Envoie-moi un petit lien là dès que, enfin, check-moi quand t'as fait un petit peu des mises à jour, quand t'as pris le temps tranquille avec du recul de faire ce genre de choses. Là, je regarderai et tout, et puis je te donnerai quelques tuyaux de plus si je vois qu'il y a encore des choses à améliorer. Et puis toi, tu me feras un retour aussi sur comment tu te sens avec la nouvelle version. Comme ça, tu me diras si vraiment tu ressens une différence, si pour toi ça a une bonne approche en fait de faire ces modifications là, quoi. Ouais, ok, très bien, on fait comme ça. Ok. C'est bon pour moi. Ok. Bon bah super, on a pu voir un petit peu le portfolio d'Emmanuel. Donc bon, en tout cas moi dans les grandes lignes je trouve que c'est vraiment une bonne réalisation. Au final ce qu'il faut retenir c'est que finalement c'est important d'avoir quand même de jeter un petit effet waouh parce que les gens qui arrivent derrière ils ont besoin d'être interpellés dès le départ. C'est super important de travailler sur le wording, d'avoir vraiment se mettre en position de la personne qui consulte et pas à la position de la personne qui fait le site pour éviter justement d'avoir ce type de titres qui peuvent être un petit peu déroutants et se mettre un petit peu en porte-à-faux en se disant bah voilà, montrer le setup de mon bureau c'est peut-être pas forcément le mieux pour la personne qui va le regarder, hein. Peut-être que la personne elle a plutôt besoin de savoir qui je suis, à quoi je ressemble, ça peut lui donner beaucoup plus d'assurance de me contacter, etc. Donc c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler. Mais en tout cas si t'as pas une patte artistique, on voit qu'on peut utiliser forcément des choses qui existent et on peut essayer de les modifier, de les adapter, parce que de toute façon avoir une appétence créative, artistique, en termes de design, etc. c'est pas forcément ce qui est demandé pour ton travail. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux se baser sur quelque chose d'existant si t'as pas cette compétence, et si tu l'as, bah, c'est encore mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre ton lien, ton portfolio en commentaire pour qu'on puisse regarder un petit peu ce que tu proposes. Si ça t'intéresse de faire une revue de ton portfolio, bah, tu me le dis aussi en commentaire. Il y a le petit Slack qui est disponible. Tu peux te rendre sur Coders Monkey si tu veux recevoir aussi des feedbacks concernant ton portfolio. Donc voilà, on est là, on a une communauté, on est disponible. Si ce genre de format t'intéresse, n'oublie pas de mettre des likes. Si t'es pas abonné, abonne-toi et puis on en parle en commentaire. Je te dis à bientôt et puis bon courage. Salut, ciao.